Vi ringrazio. Jo Presidente dell'Esecutivo, Madame la Consigliera in carica dell'Ufficio Idraulico, dopo il 26 di settembre a distribuzione dell'acqua in una parte di Usutanaccio, soprattutto in comuni di Bonivaggio, Portietto, Monaci e Pianottoli, è pessima. Gli operatori, tra l'altro Kernolia, hanno preso misure serie di restrizioni che sono state domandate dal Comune di Portietto con un poco di ritardo, diciamo. In un frattempo, a Miria ci ha dato la sua versione. Gli enti di Urugliano sono arrabbiati di questa situazione. Non capisce mica queste misure e aspettano risposte chiare. Mondo criticano i scelte strutturanti che in Urugliano favoriscono il turismo a più potere e una politica di residenze secondarie che azziminigliano i paesi e pasciali in cui sono bagnatori in ogni luogo. L'interruzione dell'acqua ingaggiano di nuovo una decisione prefetturale francese, il Comitato di Zecchina, che accompagna una logica politica che pone un problema di nostra capacità a costruire un vero schema territoriale corso in termini di gestione e di distribuzione razionalizzata e pubblica dell'acqua, che corrisponde alle considerazioni strategiche dei nostri interessi collettivi. In quanto al problema attuale, la ritenuta di ospedali Biota e quella di Vigari, in cui una risorsa disponibile di 1.300.000 metri cubi, non possiamo che constatare i limiti di un dispositivo tecnico di distribuzione attuale che deve essere assolutamente pensato in un'altra maniera. In questa proiezione la Commissione, in cui un materiale di Lortolo, che ha una risorsa disponibile annuale di 15 milioni di metri cubi, può far andare l'acqua verso un materiale di Vigari è una soluzione razionale. Il fiume di Lortolo può avere la capacità di rispondere a tutti i bisogni degli artinesi e ai bisogni complementari di un nostro Rugliano Sutanaccio. Vi domandiamo dunque, chi aspettate per lanciare uno studio serio in questa direzione e costruisce un riticcio che corrisponde ai bisogni attuali? E rammentiamo che l'ufficio idraulico ha già fatto un riticcio di stessa importanza in Balagna per collegare a Figarella a un materiale di origine. Chi aspettate per ingaggiare responsabilità della nostra collettività andando alla strada di una politica strategica e razionale della gestione e della distribuzione dell'acqua in un rispetto di un bene comune corso. Vi ringrazio. A ringraziarvi. Allora penso che vada a rispondere al Presidente dell'Ufficio Idraulico. A ringraziarvi, signora Presidente. Cara consigliera, cara Marie-Claude, vi ringrazio per la vostra domanda. L'eau constitue une richesse essentielle au développement et à la solidarité entre territoires. Le sud-est de la Corse, territoire à fort enjeu touristique comme agricole, est identifié au titre du PBACC et du SDAGE comme vulnérable en termes de ressources hydriques. Selon les différents scénarios étudiés dans Acqua Nostra 2050, les projections hydrologiques démontrent qu'un déficit estival de la ressource pourrait survenir dès 2030 en cas d'année sèche, avec une aggravation attendue à horizon 2050. Le déficit se situerait entre 0,7 et 2 millions de mètres cubes en année très sèche. Le contexte est donc connu de tous. En 2025, ce territoire connaît une tension hydrique inédite. Les températures moyennes sont restées supérieures aux normales saisonnières, plaçant l'été 2025 au 3e rang des plus chauds depuis 20 ans.
Les consommations d'eau potable ont progressé de plus 22% par rapport à la moyenne des 20 dernières années, lorsque l'irrigation agricole, elle, ne progresse que de 7% dans un contexte de sécheresse prolongée et de déficit pluviométrique marqué. Les barrages de Talsa et d'Ospidale, principales sources d'approvisionnement, affichent des niveaux exceptionnellement bas. Plusieurs indicateurs préoccupants ont conduit à la déclaration successive de niveaux d'alerte à l'échelle départementale. Compte tenu de la situation de l'extrême sud particulièrement critique, le premier niveau d'alerte a été déclenché le 18 juillet, suivi d'un niveau d'alerte renforcé le 20 août, reconduit le 11 septembre et maintenu lors du creux du 29 septembre en raison de la situation particulièrement préoccupante de 4 services d'eau gérés en délégation de services publics par le même opérateur privé. Au 30 septembre, le délégataire pratique des coupures nocturnes pour garantir l'approvisionnement en eau potable, tandis que l'Office continue de fournir les volumes requis et demandés par le délégataire. Une dépendance croissante aux achats d'eau auprès de l'Office se constate. Les schémas directeurs des communes sont pour la plupart obsolètes et nécessitent une mise à jour. La ressource n'est pas extensible à souhait. Chaque territoire doit faire preuve de résilience. C'est le taux d'acceptabilité d'un territoire qui doit être pris en compte par les décideurs. Urbaniser, construire des infrastructures doit se faire en connaissant la ressource, en la gérant et en l'exploitant efficacement. Le développement économique doit considérer un ensemble qui doit être équilibré et structuré dans tous ses critères structurels, environnementaux, sociétaux et patrimoniaux. La gestion de l'eau, la modernisation des réseaux et la sobriété sont, nous semble-t-il, un préalable à sécuriser avant de penser raisonnablement le territoire et le construire. Au niveau communal, certaines opérations locales ont été réalisées grâce à des subventions de la collectivité de Corse et de l'Agence de l'eau, visant à résorber les fuites et à réaliser des économies d'eau. Cependant, ces investissements restent concentrés sur quelques secteurs. Cette situation met en évidence, d'une part, la nécessité de disposer des connaissances suffisantes pour optimiser la gestion de la ressource et d'autre part, l'importance de prévoir des actions et des financements élargis afin de sécuriser durablement l'approvisionnement et la qualité des réseaux. Les actions de sobriété constituent le pilier de l'adaptation au changement climatique. En permettant de réduire la pression sur les ressources locales, elles sont complétées par des projets de grande envergure portés par l'Office, visant à sécuriser l'approvisionnement à l'échelle du territoire. Le territoire du Sud-Est bénéficie de la priorité de la collectivité dans le cadre de sa stratégie opérationnelle sur le très court terme, à savoir la rehausse du barrage de Talsa, pour garantir 2 millions de mètres cubes supplémentaires de stockage et la mise aux normes de sécurité, 8,2 millions d'euros de travaux. Le doublement et le renforcement des interconnexions des réseaux de transfert vers le nord et le sud, notamment Scoupet, qui va être lancé dans 1 mois et demi. L'installation d'un nouveau surpresseur à Portier, qui fonctionne depuis avril 2024. La modernisation de la station de pompage du barrage de Tals et l'extension de périmètres agricoles en soutien à l'autonomie alimentaire. Pour la projection, un PTGE sera mis en place sur le territoire en 2026. Ce dispositif vise à fédérer tous les acteurs, collectivités, usagers agricoles qui, en transparence, devront présenter les besoins actuels et futurs. Dans le cadre de cette démarche et sur la base d'un bilan besoins-ressources consolidés, plusieurs solutions seront étudiées afin de renforcer durablement la résilience hydrique. Solutions dites sans regret, avec la réhabilitation des infrastructures issues des schémas directeurs qui seront, on l'espère, actualisés. Solutions innovantes avec les REUT et solutions de sécurisation avec l'étude d'un maillage à partir du barrage de l'Ortol, la mobilisation de la ressource du Cave ou la mobilisation de la ressource du Pietrose. Le territoire doit conjuguer l'action à court terme, centrée sur des mesures de sobriété, avec des projets à moyen terme visant à développer de nouvelles infrastructures. L'objectif est de concilier préservation de la ressource et développement économique. La collectivité de Corse et l'Office étudient des solutions techniques et réglementaires ambitieuses. L'ambition partagée est de faire de l'eau un vecteur d'innovation, de cohésion, de responsabilité territoriale au service des Corses. A ringraziarvi. A ringraziarvi. Allora, c'è adesso una domanda a bocca da Vappobulu insieme di Antonia Luciani, mi pare, nanta l'iniziative politiche per i danni fatti alle persone come all'affari. Avec la parole. Merci. Monsieur le Président, la Corse traverse aujourd'hui une période très préoccupante
Commerces incendiés, bateaux brûlés, banalisation des actes criminels qui gagnent la vie quotidienne des Corses. Au-delà des pertes financières, ces violences ont des conséquences pour les victimes elles-mêmes, mais aussi, et je peux en témoigner pour y avoir été confrontée personnellement étant jeune, ces violences ont des conséquences pour les familles et les proches. Ce cycle de violence n'est donc pas nouveau, mais il s'accélère manifestement, menace de s'ancrer durablement et fragilise les perspectives de développement et d'émancipation de notre jeunesse. Face à cela, nous n'avons jamais cessé de réagir collectivement. C'est vrai, nous avons dénoncé, alerté, nous nous sommes rassemblés dès que cela était possible. Nous avons aussi voté un rapport important contre les pratiques mafieuses. Cette mobilisation, elle a permis bien sûr une prise de conscience générale et de poser les bases d'une action collective. Mais il faut aujourd'hui aller plus loin, maintenir cette vigilance, soutenir celles et ceux qui s'engagent et créer les conditions d'une réponse coordonnée et efficace. Protéger les Corses, protéger les jeunes qui souhaitent gagner leur vie de leur travail, sécuriser les activités économiques, soutenir l'engagement associatif et surtout préserver la confiance des citoyens. Notre jeunesse doit pouvoir croire en un avenir où entreprendre, travailler et vivre en Corse est une chance et non un danger. Monsieur le Président, quelles initiatives politiques le Conseil exécutif de Corse envisage-t-il pour soutenir les victimes, accompagner les acteurs économiques et sociaux frappés par ces violences? Et enfin, quelle démarche la collectivité entend-elle porter dans le prolongement de celles déjà initiées, plus particulièrement auprès de l'État, afin que dans le cadre de ses prérogatives dites régaliennes, notamment en matière de sécurité et de justice, il apporte enfin une réponse à la hauteur des enjeux. Je vous remercie. Merci. Donc l'exécutif va vous répondre. Le président lui-même. Merci. Ringrazio per la vostra questione. Ce sont des problématiques que malheureusement nous avons souvent évoquées, qui pour l'heure ne sont pas résolues et qui même ont tendance à s'aggraver lorsque on constate la recrudescence de faits criminels, notamment des destructions répétées d'outils de travail qui frappent des militants nationalistes de toute tendance, qui frappent, au-delà des appartenances politiques, des citoyens, et avec pour l'instant un taux d'élucidation et de compréhension de ces mécanismes qui restent faibles. Alors, y compris lorsque l'on se réunit pour des manifestations de soutien, y compris lorsqu'on appelle les personnes victimes ou leurs familles, on ressent une forme de sentiment d'impuissance. Que faire au-delà de l'expression de la solidarité? Je crois que c'est le travail de fond que nous avons commencé, notamment, vous l'avez rappelé dans votre question, sur la mise en œuvre de la délibération sans précédent qui a été votée à l'unanimité par l'Assemblée de Corse en mars dernier. Simplement rappeler que cette délibération a commencé à connaître des concrétisations opérationnelles. Je pense notamment aux 2 rapports relatifs à la demande de venue devant l'Assemblée de Corse du procureur général pour, une fois par an au moins, expliquer les résultats de la politique pénale et notamment les résultats en matière de lutte contre les pratiques mafieuses et contre la criminalité organisée, la demande d'adaptation réglementaire du Code de la commande publique pour organiser l'introduction de la notion de bénéfice raisonnable. Je rappelle que ces 2 demandes d'adaptation législative et réglementaire sont, comme beaucoup d'entre elles auparavant, restées sans aucune réponse et je dirais même sans accusé de réception. Ce qui montre quand même que le mépris institutionnel, pour reprendre l'expression de Vanda Mastor, concernant la mise en œuvre de ce pouvoir d'adaptation, reste, malgré les discussions en cours sur l'autonomie, ce mépris institutionnel vis-à-vis de l'Assemblée de Corse, de la part du gouvernement et de l'État, reste malheureusement d'actualité. Je vous rappelle également et très brièvement que
Par exemple, le projet de révision du PADUC prévoit d'examiner et d'intégrer comme une orientation stratégique la délibération. Nous aurons à réfléchir comment le faire de façon concrète et opérationnelle. Et enfin, sans être exhaustif, dire également que si l'ADA du Niger n'est pas là aujourd'hui, c'est parce qu'elle participe à l'installation d'une formation, dans le cadre d'un appel à projet, une formation d'éducation à la culture de la légalité que nous étions engagés à porter. Je précise enfin que, à la fin du mois d'octobre, l'Assemblée de Corse aura à être saisie d'un rapport dans la continuité de la délibération cadre que nous avons voté, un rapport qui aura à la fois pour objectif de récapituler l'ensemble des actions et dispositifs qui ont été mis en œuvre depuis le vote de la délibération, mais également de proposer à l'Assemblée de Corse de créer et d'instituer la commission dite anti-mafia ou commission de lutte contre les pratiques mafieuses, qui était également une disposition importante prévue par la délibération. Au-delà de ces éléments qui relèvent des compétences propres de la collectivité de Corse, ou en tout cas de sa volonté politique de s'approprier un débat qui va bien au-delà de ses compétences, il y a également ce que nous pouvons faire en termes d'interpellation de l'État ou de propositions vis-à-vis de l'État. Alors moi, j'ai eu l'occasion de vous le dire dans d'autres dossiers, notamment par rapport au PTIC. J'ai eu l'occasion de rencontrer à 2 reprises le nouveau préfet de Corse. Cette question de la recrudescence des destructions criminelles, la question d'assassinats qui restent impunis, des assassinats d'ailleurs qui pour certains d'entre eux ont lieu quelques jours après, je pense à l'assassinat de Pierre Alessandre, quelques jours après une manifestation anti-mafia, comme pour dire en fait que celles et ceux qui brûlent, menacent, rackettent ou assassinent dans l'ombre traitent par le mépris l'expression démocratique des Corses. Donc j'ai eu l'occasion de dire au préfet de Corse qu'à notre sens, cet enjeu-là restait un enjeu prioritaire. Sur la mise en œuvre des pouvoirs régaliens et des compétences régaliennes, moi je ne changerai pas de ce qui a été ma position constante. Je pense que l'État doit exercer ses compétences régaliennes dans le domaine des enquêtes comme dans le domaine de la justice, qui doit le faire dans le respect, bien sûr, des libertés individuelles, qui doit le faire en ayant conscience qu'il arrive en Corse avec un déficit de confiance de la part des Corses, parce que, historiquement, l'institution judiciaire et les services d'enquête n'ont jamais été irréprochables dans ce pays, ni sur le long terme, ni sur le moyen terme, ni sur le court terme. Donc, à l'État de faire la preuve de sa volonté de développer une politique pénale qui soit à la fois ferme, cohérente, lisible, inscrite dans la durée et respectueuse des droits et libertés fondamentaux. Et également une justice pénale ou des services d'enquête qui ne soient pas instrumentalisés, y compris avec des arrière-plans politiques évidents, même si inavoués. Dernier mot, vous me demandiez que pouvons-nous faire pour aider concrètement celles et ceux qui sont confrontés à ce type de situation. Il y a des dispositifs de solidarité que nous avons mis en place et qui existent, y compris par exemple à travers la CADEC. Moi, ce que j'ai proposé à l'État, à travers un courrier en date du 13 mars 2025, qui pour l'instant n'a pas connu de réponse, c'est de partir d'un constat commun. Le constat commun, c'est que les gens qui sont des chefs d'entreprise, par exemple, qui sont confrontés à des destructions criminelles, quelquefois à répétition, qui ne savent pas d'où ça vient et qui donc ont à choisir de maintenir leur activité ou quelquefois malheureusement d'y renoncer. Moi je pense, par exemple, je ne citerai pas, mais des gens que j'ai eus au téléphone qui ont été victimes de 3, 4
destruction criminelle et qui disent clairement, moi, je vais m'arrêter, je vais demander à mes enfants de ne pas continuer dans l'exploitation familiale, je leur conseille de quitter la Corse. Bon. Ça, ce sont des situations que nous connaissons tous. Et quel que soit le banc sur lequel nous siégeons, on ne peut pas s'accommoder de ça. On ne peut pas s'accommoder qu'il y ait une minorité dans l'ombre qui a choisi de menacer, de racketter et de faire que les gens honnêtes ne puissent pas vivre normalement dans ce pays. Ce n'est pas admissible. Bon. Donc je crois qu'il faut qu'à partir de ce constat, il faut aussi se rendre compte que beaucoup des victimes, qui sont souvent i nostri parenti, i nostri amici, i nostri militanti, i nostri vicini, i nostri paesani, ces victimes sont confrontées, pour ne parler que du plan professionnel, au-delà de l'aspect personnel et familial qui est essentiel, au plan professionnel à des difficultés de trésorerie, à l'impact des actions criminelles sur l'activité économique de l'entreprise, à des difficultés avec les assurances, à des négociations serrées avec les partenaires financiers et bancaires, voire les organismes sociaux pour rééchelonner les prêts ou négocier des différés de remboursement. Donc je pense qu'il ne faut pas laisser les victimes de ce type d'actes isolées face aux difficultés structurelles qu'elles rencontrent. Donc moi, ce que j'ai proposé au préfet de Corse, c'est de prendre acte de ce constat, de ce qu'il ne faut pas laisser seules les victimes d'actes criminels au plan économique ou administratif face à la diversité des démarches à entreprendre, face à la multiplicité des interlocuteurs, face à la complexité des problèmes à gérer, qui souvent peuvent conduire à aggraver la spirale de difficultés jusqu'à la rendre irréversible. Et donc, j'ai proposé à l'État que nous mettions en place une structure, formelle ou informelle, entre l'État et la collectivité de Corse, pour que les victimes puissent avoir un interlocuteur unique concernant, par exemple, les aides publiques à mobiliser, mais que les victimes puissent aussi, par exemple, solliciter notre médiation conjointe, par exemple, pour accélérer les procédures d'expertise, assurance et les avances sur remboursement, éventuellement de croiser les dispositifs de soutien avec des prêts à taux zéro et des mécanismes d'incitation auprès des organismes bancaires pour que les efforts nécessaires puissent être faits, ou enfin d'organiser des différés de remboursement, par exemple sur les charges sociales auprès des organismes type URSSAF, afin que l'acte criminel ne conduise pas, in fine, à la disparition de l'entreprise ou à son placement dans une situation de difficulté majeure. Donc, voilà, Madame la conseillère territoriale, ce que nous pouvons faire. Pour le reste, j'aurai l'occasion, dans le cadre du rapport qui sera présenté à la fin du mois, de préciser, de développer l'ensemble des orientations que le Conseil exécutif de Corse soumettra au débat et à la décision de l'Assemblée de Corse. Merci, Monsieur le Président. La question suivante va être posée par Jean-Christophe Angelini, normalement, pour Awansem. Elle concerne le lycée professionnel dans le sud. Donc c'est Saïr qui va poser la question, d'après ce que je vois. Merci, Présidente. Petit changement de... Oui, je ne voudrais pas paraphraser André Malraux à une certaine époque, mais parce qu'on a l'impression que c'est une question qui cible une région bien particulière, c'est le cas, mais vous dire que toutes les parties de notre territoire ne sont pas à l'extrême ou au milieu. Je crois qu'il y a une préoccupation qui est partagée par l'ensemble des zones de ce pays en matière d'éducation, de formation et d'implantation d'établissements. Donc cette question relève d'un souci qui est la formation des hommes et l'enseignement. C'est donc la possibilité pour nous de vous parler d'un lycée professionnel implanté donc, dans le sud de la Corse. La région du sud de la Corse est un territoire, donc vous savez, on en parle souvent, ces temps-ci, à forte croissance économique et démographique. Et les besoins en matière de formation et d'emploi suivent théoriquement et logiquement cette tendance. D'un côté, les secteurs du tourisme, de la personne et du bâtiment
peinent souvent à recruter. Et d'un autre côté, les jeunes se retrouvent en déficit de formation, en proie au décrochage scolaire. La Corse bat ses records d'ailleurs, et en difficulté d'insertion professionnelle. En effet, le territoire connaît un taux très important, le plus élevé de l'île, de jeunes âgés entre 16 et 29 ans, qui ne sont donc ni en situation d'emploi, ni en formation, et qui quittent, bien entendu, de manière prématurée et précoce, le système éducatif. Le lycée polyvalent Jean-Paul de Rocazère accueille actuellement environ 1 millier d'élèves et propose des formations professionnelles. Néanmoins, la croissance continue de ses effectifs rend les infrastructures insuffisantes et en état pratiquement de saturation. Ce n'est pas le seul cas en Corse d'ailleurs, compromettant par là même la qualité de l'accueil et de l'enseignement. Des conditions d'enseignement, je précise. Afin de répondre aux problématiques que j'expose ici, un projet de création d'un nouveau lycée professionnel sur la commune de Sant'Angelo-Bortoluzzo est porté. Je ne sais pas où j'ai coupé, bon, dans ta manière. Donc, vous dire simplement donc, au regard de cette problématique, un projet de création d'un nouveau lycée professionnel sur la commune de Sant'Angelo-Bortoluzzo a été porté donc, par la commune auprès des services académiques. Il est connu et il a recueilli depuis l'assentiment de monsieur le recteur d'Académie de Corse. Ce projet s'articulerait donc autour de formations cohérentes avec les besoins du territoire, notamment autour du triptyque tourisme, aide à la personne et bâtiment évoqué précédemment. Il pourrait s'inscrire dans les programmes d'échange européens et de coopération internationale. La collectivité étant donc détentrice de la compétence concernant l'implantation des établissements scolaires et du secondaire, quelle est, Monsieur le Président du Conseil exécutif, votre position quant à ce projet et à l'opportunité de répondre à un besoin qui nous semble, à nous aujourd'hui, vital en matière de formation et d'emploi sur l'ensemble du territoire, y compris, bien entendu, sur le territoire du sud de la Corse. Merci. Allora, Diego Presidente, chi va da rispondere? Donc une question, merci Monsieur le Conseiller territorial, une question orale initialement déposée par notre collègue Jean-Christophe Angelini, à laquelle devait répondre Lauda Giudicelli. On fait un coup de bonneteau, elle est posée par Saverio Lujan et je réponds en l'état de l'absence de Lauda Giudicelli, mais la question est restée identique et la réponse que je porterai sera celle préparée par la conseillère exécutive en charge de cette question. D'abord, très clairement, sur le principe favorable, pour être clair, bien sûr, à un nouveau lycée dans l'extrême sud, et pour compléter, répondre dans la continuité du début de votre question. On ne peut pas répondre uniquement à ce type de questions au prisme des besoins, quand bien même serait-il incontestable et croissant d'un seul territoire. Notre vocation, c'est bien sûr de penser la politique d'éducation et de formation à l'échelle de la Corse tout entière. Un exemple pour illustrer mon propos, vous soulignez à juste titre que le lycée Jean-Paul de Rocazère à Portilleuil est aujourd'hui en état de sureffectif, 130%. C'est le cas de nombreux établissements, y compris dans des proportions identiques. Le collège du Tard avoue 128%, le collège Jean Rabona de Calvi 118%, le collège Pasquale Bao l'Isola 118%, etc. etc. Et par exemple, le lycée de Balagne, l'Isola Rosse, 133%. Donc on a à la fois une majorité de lycées qui sont saturés. On a également, je dois le rappeler, des établissements qui, eux, sont en sous-effectif chronique. Et ça reflète aussi les difficultés de l'intérieur. Par exemple, Big ou 33% ou Liui à 43%. Bon. À côté de ces chiffres, sur l'occupation, on a également l'état de notre parc immobilier. Nous sommes propriétaires des collèges et lycées, ils ont été transférés, vous le savez, sans état des lieux, sans transfert de la ressource complémentaire. Et aujourd'hui, de toutes parts, on nous appelle, on nous sollicite, et c'est normal, pour des travaux, tantôt d'extension, tantôt de création d'infrastructures complémentaires. Je pense par exemple, parmi
d'autres demandes, le besoin urgent d'une salle de sport à Lévis, et bien évidemment, les besoins dépassent singulièrement les capacités contributives annuelles de la collectivité de Corse. C'est la raison pour laquelle, avant même de continuer la politique d'identification des besoins appelant la création de nouveaux établissements, il y a en complément la nécessité de financer la rénovation, les travaux, les extensions. Donc là, de ce côté-là, je tiens à le dire à l'Assemblée de Corse, j'ai proposé que sur la part du PTIC prévue pour la collectivité de Corse, donc en gros environ la moitié de l'enveloppe, selon la clé de répartition qui a été fixée unilatéralement par l'État, une moitié pour les communes intercommunalités, une moitié pour la collectivité de Corse. J'ai proposé notamment que, à côté des axes traditionnels financés par le PTIC, par exemple les infrastructures, il y ait des contrats de projets qui soient passés dans le domaine éducatif et médico-social pour pouvoir financer des opérations selon logique globale. Par exemple, financer des opérations de rénovation ou de réparation dans des collèges, lycées ou d'amélioration de plateaux techniques. De la même façon, je dis pour mémoire, nous avons souhaité que des opérations dont les maîtres d'ouvrage seraient des communes ou intercommunalités puissent être financées dès lors qu'elles sont compatibles avec la vision stratégique portée par la collectivité de Corse et qu'elles ont des retombées non seulement à l'échelle du territoire, mais à l'échelle de la Corse tout entière. Donc ce travail, il est mené. Il y a également un travail qui est mené avec la Banque des territoires, voire avec la Banque européenne d'investissement, pour essayer de dégager des modalités de financement qui soient à la hauteur des enjeux pour poursuivre et renforcer notre effort dans le domaine de l'amélioration de l'offre éducative. Pour répondre plus directement à votre question, la réflexion et la décision sur la création d'un lycée professionnel dans l'extrême sud participent de cette démarche globale qui repose sur des piliers que je rappelle rapidement, un maillage territorial équilibré. Il faut que chaque enfant de Corse puisse, quel que soit son lieu de résidence, accéder autant que possible à une offre de formation adaptée, cohérente et de qualité et proche de son domicile, ou alors être interne dans des conditions satisfaisantes. Je rappelle que le premier investissement conséquent qu'on a fait lors de notre accès aux responsabilités en 2015, ça a été la rénovation totale du dortoir du lycée agricole de Borgo. La même demande est faite notamment, par exemple, pour l'internat du lycée de l'Île-Rousse de Balagne qui fête cette année ses 40 ans. Donc un maillage territorial équilibré, une diversification des filières en adéquation avec les besoins des bassins de vie et les perspectives de développement économique local. Et vous avez rappelé dans votre question qu'il y avait à la fois une croissance démographique, sans doute excessive, en Corse de façon générale, et dans certaines régions encore plus, mais également des besoins qui nous imposent de renforcer l'articulation, c'est le troisième pilier, entre les lycées, les CFA, l'Université de Corse, les acteurs socio-économiques, avec enfin, et nous y sommes tous attachés, le choix de formation d'excellence avec une ouverture chaque fois que possible méditerranéenne, européenne et internationale, mais également le bilinguisme, notamment, y compris à travers la méthode immersive. Donc tout cela fait sens. Je rappelle que dans la région de Porto-Vecchio, de Sainte-Lucie, de l'extrême sud en général, il y a, indépendamment des collèges et lycées, des formations qui sont proposées sur le territoire, notamment par le CFA, Groupe Ampara Méditerranée, CCI et CMA, notamment des apprentissages en formation dans le domaine du bâtiment, l'hôtellerie-restauration, l'AFPA, qui propose des formations en apprentissage dans les 3 domaines que je viens de citer, enfin l'IFRTS, qui propose des formations dans le domaine sanitaire et social. Est-ce qu'un nouveau lycée dans l'extrême sud, professionnel, a sa place dans ce dispositif? À notre avis, oui. Il y a un accord de principe qui a été donné par le recteur, vous l'avez rappelé. Il y a un accord de principe qui a été donné également par la collectivité de Corse. Et donc, bien sûr, nous allons travailler dans le respect de cette recherche d'une cohérence globale en écoutant
avec attention et en impliquant totalement l'ensemble des acteurs institutionnels. Vous avez parlé de la commune qui porte un projet. Il y a d'autres communes qui ont fait valoir, sans doute sous des formes moins abouties, également leur intérêt. Le rôle de la collectivité de Corse, vous l'avez rappelé dans votre question, c'est dans le cas des compétences qui sont les siennes d'avoir une politique globale, mais cette politique globale, elle doit reposer aussi sur des choix territoriaux qui sont forts. Il y a un besoin dans l'extrême sud. On n'oublie pas la question orale qui avait été posée sur un nouveau lycée également dans la région ajaxienne. Donc de tout cela, nous aurons à débattre, à délibérer et à décider dans les délais les plus rapprochés possibles. Ringraziabi, Presidente. Allora, avete cati cognetti per un soffio no chi c'ha da parla di la soggio riguardo Balisandro, su zidelo che è stato castigato, avete a parola, da scuola sicuro, avete a parola. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Président, comme le disait Sénèque, les grandes douleurs sont muettes. Et c'est dans ce silence absolu que le plus assourdissant que Lisandre, âgé de 17 ans, s'est donné la mort le 14 mai dernier. C'est dans ce triste contexte qu'a été créée l'association Rigourdo Lisandro ou Stella d'Amor, née de l'immense courage de sa famille et de ses proches, qui constitue un appel à la vigilance et à l'action contre le harcèlement scolaire. Monsieur le Président, vous allez me dire que la compétence éducation, dont la collectivité appelle le transfert de ses vœux pour l'exercer pleinement via le pouvoir législatif qui serait confié à l'Assemblée de Corse, relève de l'État actuellement. C'est vrai, oui, sur le plan statutaire. Mais des passerelles institutionnelles existent néanmoins. L'échange et le dialogue peuvent être aussi fertiles. Je prends pour exemple l'Académie de Besançon où depuis 2024, certaines écoles sélectionnées ont expérimenté des cours d'empathie pour enseigner aux enfants l'importance des émotions ressenties pour construire un monde plus compréhensif et inclusif. Il s'agit d'inculquer aux élèves la capacité de se mettre en place à la place des autres et de comprendre leurs émotions et leurs perspectives. En développant cette compétence essentielle, les enfants apprennent à mieux communiquer et à résoudre les conflits. Des séances d'empathie pour sensibiliser les élèves à la diversité, à la différence, en encourageant le respect, la tolérance envers les individus. Cette expérimentation n'est pas issue du néant, elle est le fruit d'échanges avec la communauté éducative et avec des élus locaux qui ont voulu enrayer le phénomène du harcèlement. Ça existe ailleurs aussi, même au Danemark notamment, où ces cours d'empathie sont généralisés dans toutes les écoles. Le conseil exécutif comprend en son sein une élue en charge de l'éducation, Lauda Gici, qui, je le sais, est vraiment investi dans ces domaines, qui dispose de l'autorité institutionnelle pour proposer que soit insérée dans le projet académique l'expérimentation de ces cours dans certaines écoles de l'île. Surtout que le document couvre la période 2025-2030. Nous sommes tous attachés à la langue corse, mais aussi au bien-être de nos enfants. C'est la suggestion que je vous propose et que je vous propose de porter collectivement. Dans le même ordre d'idées, et comme source d'isolement pouvant mener au harcèlement, il y a la prise en compte du handicap dans les écoles qui va en se dégradant. Il y a de moins en moins d'AVSI et lorsqu'il y en a, les conditions sont souvent limitées au niveau horaire ou formation. Combien d'enfants en situation de handicap se trouvent de fait déscolarisés et mis à l'écart de leur génération? Là aussi, la collectivité doit afficher une prise de conscience et être force de proposition dans l'intérêt des plus vulnérables. Alors, vous l'avez dit, nous avons évoqué beaucoup de problèmes qui se font le jour en Corse et nous devons être vigilants sur toutes ces dérives. On l'a vu récemment et ça sera sûrement évoqué dans cette assemblée, les tags contre le cardinal qui mettent en évidence l'importance de notre action au sein de cette collectivité. Alors, in ogni scuola, in ogni luogo, in ogni casa, nous pouvons et nous devons agir. Per Lisandro, per tutta nostra gioventù, per Agorsiga, allora tocca a noi. A ringraziarvi.
Donc, pour l'exécutif, qui va s'exprimer, Bianca Fazzi. Ringrazio Vice Presidente. Salute a tutte e a tutti. Je réponds pour Lauda Guidicelli, cara consigliera, cara Gatti. Ma réponse sera peut-être un petit peu plus longue puisqu'il y a 2 questions en une en fait. Donc la question que vous soulevez, la première, m'amène tout d'abord à avoir une pensée pour la famille de ce jeune garçon, Lisandro Gazza-Soprane, qui a mis tragiquement fin à ses jours le 14 mai dernier. Nous avons d'ailleurs reçu la famille, ses parents très courageux. Nous les avons reçus avec le président Anne-Laure Santucci, Lauda, moi-même et les 2 présidentes des commissions, Dani Antonini et Muriel Fagne. Ils ont pris la décision de créer cette association Rigourda par Lisandro, Stella d'Amor, pour poursuivre son combat contre le harcèlement scolaire, mais pas que contre le harcèlement, et pour être aux côtés de parents et des enfants qui en sont victimes. Nous voulons leur dire, comme à toutes les familles concernées, je pense également à Jean Toussaint Santogne et à sa famille, qui avait mis fin à ses jours également il y a quelques années, que le Conseil exécutif est à leur côté pour éviter que de tels drames ne se reproduisent. Trop de jeunes en sont encore victimes, trop de jeunes pensent à faire un geste irréparable, trop encore n'osent pas en parler. Pourtant, il faut absolument libérer la parole sur ce sujet. L'école est un lieu où les enfants commencent à faire société. Ils y apprennent bien plus que des savoirs, ils y découvrent le respect des autres, la richesse des différences et les règles de vivre ensemble. Mais l'école, c'est aussi le reflet de notre société avec ses tensions, avec ses violences, comme le harcèlement. Notre société corse est porteuse de valeurs fortes. Nous devons collectivement continuer à les transmettre, mais elle a aussi le côté obscur de la chose. Et malheureusement, nous devons en prendre conscience et faire ce qui est en notre pouvoir. Le harcèlement est une violence souvent peu visible, qui peut prendre la forme de violences physiques répétées, de violences verbales et psychologiques, insultes, moqueries, humiliations, ont pour seul but de blesser et de nuire à la personne. Avec le développement de nouvelles technologies et des réseaux sociaux, ce phénomène dépasse désormais le cadre scolaire et affecte aussi les jeunes à travers le cyberharcèlement. Les victimes se retrouvent souvent isolées face à cette menace diffuse et continue qui perdure au-delà des murs des établissements. Le harcèlement ne fait pas de pause. La place que prennent désormais les écrans et les réseaux aussi dans nos vies, je pense au ravage notamment de TikTok, par exemple, à son algorithme qui peut enfermer les utilisateurs dans des boucles de contenu extrêmes, automutilation, anorexie, idées suicidaires. Nous, élus de la Corse, nous ne pouvons nous résigner devant des drames qui endeuillent ces familles et devant ces jeunes. À la collectivité de Corse, le sujet du harcèlement figure au cœur de nos préoccupations parce qu'il concerne nos enfants, mais parce qu'il concerne la jeunesse, leur santé psychique, mais surtout leur bien-être. Et vous connaissez l'engagement de Lauda et l'engagement de tout le Conseil exécutif à ce sujet. Il n'est pas question de compétences, mais de travailler main dans la main avec les acteurs, les éducateurs, les professeurs, les professionnels de santé bien sûr, mais également les associations qui effectuent un travail remarquable. Et surtout les familles, les enfants, des enfants harcelés, mais aussi des enfants harceleurs. C'est pourquoi la collectivité de Corse mène depuis plusieurs années des actions de prévention dans ce domaine, dans une démarche partenariale avec le rectorat, bien entendu, avec qui nous travaillons mieux depuis quelques années. C'est à souligner également, puisqu'il fut un temps où il était difficile de rentrer au niveau du scolaire. Et nous avons bien travaillé dans le cadre du projet académique Scola 2030 porté par le recteur Jérémy Paolini, particulièrement sur l'axe 3 qui prévoit de garantir, je cite, un climat scolaire serein et assurer le bien-être des élèves et des personnels. La collectivité est clairement citée comme partenaire de l'école. Il y est même prévu d'évaluer celle-ci au regard d'indicateurs comme la mise en place de cours d'empathie que vous appelez de vos voeux. Nous sommes cités car depuis plusieurs années maintenant, les services de la DGA, notamment sociales, sont pleinement mobilisés autour de la question du développement des compétences psychosociales, notamment pour la formation des professionnels, en moyenne de 200 par an, qui interviennent auprès des enfants, comme enseignants, futurs enseignants. Cet outil est une véritable arme de prévention qui vise à favoriser le bien-être et à prévenir les violences depuis le plus jeune âge. C'est un véritable outil de lutte contre le harcèlement scolaire. Concrètement, en 2025, plus de 600 élèves en ont bénéficié à Yacht, Basti, à Corti, Ponte à Lecce et en Balagne. Nous savons que cette approche est un véritable investissement social qui se fait à l'échelle d'une génération et que nous sommes convaincus de son impact positif, mais qui prendra plusieurs années, évidemment. Elle permet de dépasser le périmètre de l'école et de se propager également dans le cadre familial, au sport, dans la rue, et elle contribue à faire société. Les services de la jeunesse de la collectivité de Corse se mobilisent aussi pour faire front commun face à ce fléau. Nous menons des actions, nous intervenons dans les collèges, nous échangeons dans le cadre de notre mission d'information jeunesse. L'an dernier, nous avons mené un projet toute l'année avec l'équipe du collège de Lourdes, et dans ce projet, la fondation Ouman, portée par Jean-François Bernardine, son président, était à nos côtés. Les jeunes ont appris, la créativité a été encouragée, et la parole s'est libérée.
Notre politique porte ses fruits puisque depuis l'instauration de ces actions, plusieurs cas de jeunes victimes ont été orientés vers les partenaires. Dans le cadre de la future conférence jeunesse qui sera mise en place en décembre, un des premiers axes de travail qui sera proposé par Lauda Gudicelli sera le harcèlement scolaire. Je pense également aux actions que nous menons dans la lutte contre les discriminations, par exemple sur les orientations sexuelles, qui peuvent être une source de souffrance à l'adolescence, par exemple. Enfin, il faut souligner qu'il existe aussi des maisons des adolescents qui sont des lieux ressources pour accompagner les familles. La collectivité se mobilise d'ailleurs en direction des 3 MDA, Bastille, Pays-Ajaxien et Sud-Corse pour les soutenir. De manière plus large, cette tragédie révèle aussi les difficultés de prise en charge de notre jeunesse sur le volet santé mentale, avec un système de santé qui n'arrive plus à accompagner et à répondre à l'explosion des demandes, notamment depuis la crise Covid. En tant qu'institution, nous devons renforcer nos actions pour nous positionner comme un acteur engagé qui lutte contre toutes les formes de harcèlement et dont les élus et les agents seront toujours là aux côtés des victimes. Notre rôle à tous est aussi d'informer sur l'ensemble de ces initiatives pour que les parents, les proches soient aussi en alerte sur ces sujets et trouvent des interlocuteurs. C'est ce que souhaitent les parents de Lisandre aussi. Nous serons à leur côté dans cette démarche. Aussi, le Conseil exécutif proposera à la Commission santé de lancer un cycle de travail sur le harcèlement scolaire et dont les causes, nous le savons, sont multifactorielles. Le Conseil exécutif et les services de la collectivité y prendront évidemment part, et ce afin de construire des pistes de travail complémentaires aux actions déjà engagées par les acteurs. Enfin, Cathy, vous évoquez la situation des AVSI, les auxiliaires de vie scolaire individuelle. Depuis plusieurs années, les familles constatent une réduction progressive du nombre d'heures attribuées aux enfants en situation de handicap. Cette diminution n'est pas liée à une baisse des besoins, mais bien à un manque de moyens humains et financiers alloués à l'éducation nationale. Pour information, notre MDPH, à travers la CDAPH, a toujours attribué des AESH en fonction des besoins des élèves et non des moyens. Néanmoins, faute de moyens, les préconisations en termes d'heures d'intervention ne sont pas toujours respectées. De plus, les AESH sont souvent employés à temps partiel, imposés avec des contrats précaires et une rémunération très faible. Ceci engendre un manque de reconnaissance qui rend difficile le recrutement. Ces conséquences sont assez lourdes pour les élèves qui restent sans accompagnement suffisant et ne peuvent pas suivre les apprentissages dans de bonnes conditions. Nous le regrettons comme vous vivement et nous nous mobilisons pour que cela évolue. Vous l'aurez compris, nous sommes aux côtés des familles pour que leurs enfants et nos enfants puissent s'épanouir et qu'ils vivent au mieux leur scolarité. Nous continuons à nous battre sans relâche pour apporter, avec l'ensemble des acteurs compétents, des réponses fortes aux fléaux qui touchent notre jeunesse. Ringraziavi. Ringraziavi. Je voudrais remercier Cathy Cognetti pour sa question. Je n'ai pas l'habitude de le faire, mais également Bianca Faddi, au nom de l'exécutif, pour sa réponse. Et je souhaite rappeler aussi que l'Assemblée de Corse, bien évidemment, est auprès de ces familles et que les deux seules choses qu'il y a à faire, et nous avons discuté récemment avec Monsieur le recteur, c'est libérer la parole, encore et toujours. Il faut que ces enfants parlent. Et la deuxième chose, c'est qu'il y ait une coopération, comme vous l'avez évoqué. Il n'y a qu'une approche partenariale qui pourra permettre d'annihiler ce type de comportement et les conséquences funestes que l'on connaît. Et qu'on ringraziabi a tutti. La question suivante concerne l'énergie et SACOI 3. Et c'est Monsieur Paul qui va la poser. Je me tourne donc parce que j'ai les noms qui ont changé. Merci. Donc voilà, Merci Madame la Présidente. Vous avez la parole. Merci. Monsieur le Président du Conseil exécutif, lors de la révision de la PPE en mars 2023, vous avez réaffirmé l'objectif d'autonomie énergétique de la Corse à l'horizon 2050. Depuis, la Corse attend la validation par décret prévu pourtant au premier trimestre 2025 des objectifs chiffrés pour la période 2020-2028, malheureusement revus à la baisse par le protocole Borne. À ce stade, on est en lieu de s'interroger sur la sécurisation financière des investissements et donc la réalisation du programme ainsi décliné. Dernier épisode fortement médiatisé, l'inauguration le 11 septembre dernier du chantier de raccordement du nouveau câble SACOI 3 de 50 MW supplémentaires venant d'Italie pour 1,8 milliard d'euros. Pouvez-vous donc nous dire quel sera le coût de l'électricité achetée aux Italiens? En toute objectivité, cet investissement, s'il est de nature à vous rassurer, constitue incontestablement à nos yeux un palliatif à nos carences et pire encore à une
étape hautement symbolique et économique sur la route de la dépendance énergétique de la Corse. Il paraît utile pour notre Assemblée de rappeler que les 2 derniers blackouts massifs sur l'île en décembre 2023 et en juin 2024 ont été causés par des défaillances de l'approvisionnement italien. Pour éclairer le propos et poser en termes clairs la problématique, il faut savoir que cet apport extérieur vient s'ajouter à celui des biocarburants pour les centrales thermiques. Au nom d'un combat légitime que nous avons mené ensemble, jadis contre le fioul lourd et ses fâcheuses conséquences, nous voici désormais confrontés, dans les 2 cas, paradoxalement, à 2 sources non écologiques, à risque majeur et sans conteste, de nouvelles dépendances dont le coût paraît élevé. À l'heure où notre planète s'apprête à entrer dans les grandes mutations, notamment au regard de l'accélération des effets du changement climatique, dans une perspective où l'augmentation de la production électrique est indispensable, comment la Corse va-t-elle être en capacité d'assurer une autonomie énergétique dans une société qui multiplie les besoins? Évolution démographique, passage au tout électrique, mobilité, etc. Dans un monde à plus 1,5 degré que la normale de 2025, il est urgent de ramener, pour redéfinir le plan d'une véritable politique énergétique de 2050 à 2035, comme c'est désormais le cas partout dans les territoires insulaires. Vous avez fait part de réserves lors de la pose de la première pierre du chantier Sakoï. Encore ne faut-il pas poser la seconde, en réorientant ces fonds vers des moyens de production propres et locaux, à base de ressources locales, de compétences locales, avec stockage et adaptation spécifique du réseau corse. Dans l'intervalle, peut-on continuer de penser que dans un contexte qui ne pourra que dégrader, Paris continuera éternellement à subventionner l'électricité sur l'île, qui plus est avec une facture annuelle non plus éditée en centaines de millions, mais qui pourrait dépasser rapidement le milliard. Ainsi, globalement, à l'heure où l'autonomie politique et donc financière reste un objectif majeur de la feuille de route du mouvement national, peut-on réellement ne pas revoir l'horizon 2050 à une échéance plus raisonnable de 2035 pour un plan plus adapté au vu de la vitesse des évolutions environnementales et socio-économiques? Dans le détail, quelles sont les conséquences des choix opérés, non seulement la centrale du Ricante et le Sakoï 3, sur les évolutions à venir des factures énergétiques des usagers corses? Je vous remercie. Ringrazia. Didier Julien, Paolini, Oui, Presidente di Laue, che da rispondere. J'ai raison. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les conseillers, conseillères, Monsieur le conseiller territorial. Comme vous le savez, dès 2013, l'Assemblée de Corse s'est fixé un objectif ambitieux en matière énergétique, atteindre l'autonomie à l'horizon 2050. Pour cela, la programmation pluriannuelle de l'énergie, votée en mars 2023, prévoit des mesures ambitieuses pour la période 2024-2028, des périodes de 4 ans, notamment en matière d'économie d'énergie ou encore en matière de développement des énergies renouvelables. Bien sûr, l'absence du décret promis par l'État en 2025 et l'instabilité gouvernementale actuelle retardent la mise en œuvre de cette programmation pluriannuelle de l'énergie, notamment, par exemple, pour la rénovation des bâtiments, que ce soit les logements sociaux, les établissements scolaires ou de santé, mais également pour la sortie du gaz de ville à Bastia ou à Ajaccio. Contrairement à ce que vous affirmez, nous sommes sur la même trajectoire que les autres territoires insulaires, notamment dans l'outre-mer, avec 2 échéances principales. Première échéance, la production d'électricité 100% renouvelable à l'horizon 2035, et les centrales aux biocarburants y participent bien entendu. Et deuxième échéance, l'autonomie énergétique, comme je l'ai dit, à l'horizon 2050. S'agissant plus spécifiquement du projet Sakoï 3, cette liaison avec l'Italie constitue une source d'alimentation essentielle pour l'équilibre du système électrique corse. Vous l'avez dit. En revanche, contrairement à ce que vous avez dit, et même si cela peut sembler contre-intuitif, ces câbles permettent aussi l'intégration d'une part plus importante d'énergie renouvelable dans notre mix énergétique.
Avec Sacoy 3, nous mettons simplement en œuvre, avec EDF, bien sûr, l'opérateur historique, la programmation pluriannuelle de l'énergie que nous avons votée, comme nous le faisons lorsque nous construisons une nouvelle centrale au Ricante ou lorsque nous essayons de faire avancer le projet de la STEP de Lugudinaz. Il faut donc cesser, je crois, avec les injonctions paradoxales. Vous ne pouvez pas, d'un côté, nous demander de sécuriser l'approvisionnement énergétique de l'île pour éviter les blackouts, et de l'autre, nous interpeller sur le renforcement d'un câble avec l'Italie. Autre injonction paradoxale. Vous ne pouvez pas, d'un côté, nous demander d'arrêter la centrale du Vaz au fioul lourd, vous l'avez rappelé, un combat de 50 ans quasiment, et de l'autre, nous reprocher l'arrivée d'une nouvelle centrale, Oricante, fonctionnant au biocarburant, que vous jugez, je cite dans votre question, non écologique. En comparaison quand même du Vaz, il y a quand même un pas géant qui est franchi, alors que d'autres, notamment à droite, la jugent sous-dimensionnée. Enfin, dernière injonction paradoxale, vous ne pouvez pas nous dire d'un côté que le Conseil exécutif ne fait pas assez en matière d'infrastructures sur les réseaux d'eau, ou encore sur les routes, les ports et les aéroports, et de l'autre côté nous critiquer lorsqu'on réalise des infrastructures essentielles pour préparer l'île aux enjeux énergétiques de notre siècle, la transition énergétique, la mobilité électrique ou encore le réchauffement climatique. Pour répondre plus précisément à 3 de vos interrogations précises, premièrement, vous m'interrogez sur le coût de l'électricité achetée aux Italiens. Sauf à lire dans une boule de cristal, je ne peux malheureusement pas vous répondre. En effet, vous devez savoir que dans le cadre du marché européen de l'électricité, toute importation d'énergie, depuis l'Italie ou ailleurs, pour la Corse depuis l'Italie, se fait au prix du marché. On parle de la valeur spot et ce prix varie donc régulièrement, quasiment au jour le jour, en fonction de divers facteurs, fluctuation du prix du gaz, offre et demande en électricité dans la journée, ou encore source et origine des productions. Deuxièmement, vous m'interrogez sur l'évolution des factures énergétiques des Corses avec l'arrivée de Sacoy 3 ou de la centrale du Ricante. Je vous le dis clairement, et je le dis aussi aux Corses, bien sûr, ces infrastructures essentielles n'auront aucune influence sur le prix payé par les Corses. La Corse, vous le savez, bénéficie d'un principe de péréquation. Quels que soient les coûts de production, quel que soit leur prix, les Corses payent leurs factures d'électricité au même tarif que les Français. Et personne, je crois, ni ici ni à Paris, ne souhaite revenir sur ce principe d'égalité. Troisième et dernier point, vous m'interrogez pour savoir si nous pouvons atteindre l'autonomie énergétique dès 2035, soit 15 ans avant l'objectif fixé à l'horizon 2050. Pourquoi pas? Mais alors à une condition. Défendons ensemble un autre modèle de développement économique et touristique basé sur plus de sobriété, sobriété en matière énergétique, mais aussi sobriété en matière de projection démographique dans les PLU, sobriété en matière de croissance des résidences secondaires et des meublés de tourisme, ou encore sobriété en matière d'artificialisation des sols. Nous y reviendrons rapidement, notamment lors de l'examen de la prochaine PPE, si le décret est pris, pour une période 2028-2032. On aimerait bien pouvoir aller même jusqu'à 2038, mais aussi, bien sûr, lors de la révision du PADUC. Je vous remercie. Ringraziabi, Ojo Presidente. Allora, c'è una domanda a bocca che aveva dava Giulietta Pansevera, ma non c'è mica, dunque di Federic Dansari, per fa pobru, non ta e uti in bedru. Avete barula. Arigradia, Madame la Présidente. Monsieur le Président du Conseil exécutif, le 12 juin 2025, une expérimentation a été lancée dans les régions de Bretagne, Pays de la Loire, de Normandie et des Hauts-de-France concernant la mise en place de la consigne pour les emballages en verre. Cette initiative, qui s'inscrit dans le cadre de la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire adoptée en 2020, vise à encourager le remploi des contenants et à réduire la production des déchets dans une logique de préservation de ressources. La Corse dispose à cet égard de caractéristiques favorables. Elle abrite 3 sources d'eau minérale embouteillées, une filière brassicole en développement et une viticulture organisée, utilisant pour partie des contenants adaptés au réemploi.
Par ailleurs, le traitement des déchets reste un enjeu structurant pour notre territoire. Dans ce contexte, ma question est la suivante. Le Conseil exécutif de Corse envisage-t-il d'engager une réflexion en vue de l'intégration de la Corse dans ce dispositif de consigne du verre, que ce soit dans le cadre d'une extension de l'expérimentation actuelle ou dans sa future généralisation? Et dans cette perspective, des échanges ont-ils été amorcés avec les professionnels des secteurs concernés, les enseignes de la grande distribution ainsi qu'avec les services de l'État pour évaluer les conditions de faisabilité, les soutiens mobilisables et les retombées potentielles de cette démarche sur les plans économiques et environnementaux? Je vous remercie. Ringrazio Vigaro Presidente, cari colleghi, cara collega, c'est une préoccupation, je dirais, majeure et bien évidemment ça touche l'économie circulaire, vous l'avez précisé dans vos propos. Je vous remercie pour cette question et pour rappeler quel est notre engagement en faveur du réemploi du verre. C'est une ambition politique de longue date qui a été initiée au sein même de cette Assemblée, puisque je crois en effet que c'est par une motion adoptée à l'unanimité le 28 juin 2019 que l'Assemblée de Corse a manifesté sa volonté que notre île soit à l'avant-garde sur l'expérimentation de la consigne et bien évidemment sur le réemploi du verre. Alors plusieurs expériences ont été lancées depuis et nous avions commandé une expertise à savoir quelle pourrait être la pertinence de monter une usine de recyclage du verre. Hélas, j'ai envie de vous dire, lorsque cette expérimentation a été faite, la réutilisation, le lavage et le réemploi du verre coûtaient 3 fois plus cher que d'acheter une bouteille neuve. Et ça, c'est le triste constat qu'on en a pu faire il y a quelques années. Néanmoins, aujourd'hui, bien d'autres projets arrivent à maturité et je vais vous faire part de celui que nous portons et que nous accompagnons, qui me semble être un projet stratégique d'envergure et d'exception. Donc un projet stratégique qui se construit, qui est porté par, je dirais, des organismes privés et notamment par une entreprise corse qui est un peu le fleuron de ce qui se fait en termes d'innovation. Eh bien, notre rôle sera certainement de les accompagner dans la démarche et le partenariat que nous avons essayé de construire est un partenariat pour le portage d'un projet exceptionnel. Il s'agit, pour ma part, d'un projet dont j'ai pu avoir le contenu très précis, estimé à 13 millions d'euros, qui va se décliner en 2 phases. La première phase consistera à la mise en œuvre d'un processus technique qui va garantir un approvisionnement en eau, qui s'inscrit dans un cycle écologique vertueux, c'est-à-dire que l'on va pomper une nappe phréatique pour l'utiliser dans le traitement des effluents, qui va permettre aussi, dans un second temps, une production de biogaz qui sera consommable sur site et un recyclage de l'eau traitée pour alimenter le milieu naturel. C'est-à-dire que, in fine du process, l'eau redescendra dans la nappe phréatique. Et c'est là où le projet est exceptionnel et permettra effectivement de mettre en œuvre l'économie circulaire, garante de l'écologie de l'île en matière d'eau. Et on voit bien que la préoccupation est aujourd'hui prégnante et qu'elle nous impacte, je dirais, sur tous les secteurs de l'île. Enfin, comment ça va se déployer? C'est une ligne de lavage qui va consister de traiter à peu près 10 000 bouteilles de format varié de 0,25 centilitres à 1 litre par heure. Et l'objectif à terme, c'est d'éviter de près de 500 tonnes de déchets de verre par an, ce qui est énorme. Et pour la seule production de cette entreprise, avec la vocation de s'ouvrir aux autres, ce service pourra être proposé aux entreprises de l'île qui souhaiteront réutiliser leurs bouteilles. Bien sûr que nous y avons associé l'État, l'ADEME, et c'est pourquoi nous avons convenu avec le porteur de projet de la nécessité de porter une étude de faisabilité aux plus hauts standards nationaux afin de sécuriser un investissement de cette échelle. Standards nationaux, vous l'avez bien compris, la collectivité de Corse accompagnera au même titre que les financements ADEME, au même titre que les fonds FEDER et les fonds européens. Enfin, nos analyses conjointes ont mis en lumière le caractère critique de la ressource en eau, c'est ce que je venais d'évoquer,
Et loin d'être un point de blocage, cette analyse partagée est la preuve d'une gouvernance de projet extrêmement responsable, puisque je le disais il y a encore un instant, in fine, l'eau redescend dans la nappe phréatique. Donc c'est un projet qui nous garantit et qui permet une sécurisation de l'eau, non comme un problème, mais comme un projet à part entière, indispensable à la réussite de l'ensemble de la filière. C'est pour ça que nous l'accompagnerons et qu'il a été inscrit au programme FEDER 2021-2027 et qu'on espère rapidement que ce projet-là pourra voir le jour parce qu'il est, pour l'économie circulaire et pour la Corse et pour la ressource en eau, à mon sens, exceptionnel et extrêmement important. Notre rôle, bien évidemment, devra être de garantir un accompagnement pour que ce projet-là arrive à son terme le plus rapidement possible. Et bien sûr que nous accompagnons les porteurs de projets privés qui nous assurent que chaque euro public investi, qu'il vienne de la collectivité ou des fonds européens, soit bien évidemment un projet viable, durable et créateur de valeur pour la Corse. A ringraziarvi. Ringraziarvi. La parola a Serena Battestini pour Corinne Fronte. Quel avenir pour la méridionale? Ah, Véronique. Vi ringrazio. Reprise en 2023 par la multinationale CMA-CGM, la compagnie maritime La Méridionale semble s'orienter vers une restructuration interne selon des sources syndicales et journalistiques. Après le départ récent de la directrice générale de la compagnie, Maria Arti, le CSE extraordinaire du 17 septembre a évoqué plusieurs pistes. La mise en arrêt d'exploitation et la vente du navire Calisté après sa dernière traversée du 25 octobre entre Tanger et Marseille, un plan de départ volontaire de salariés. Cela intervient aussi dans un contexte qui voudrait que le groupe CMA-CGM se sépare de la Méridionale. Cette situation crée de la confusion et de l'inquiétude chez les salariés de cette compagnie, qui est l'une des délégataires du service public Corse-Marseille. Par ailleurs, des bruits insistants font aussi état d'un intérêt du consortium, propriétaire de Corsica Linea, pour le rachat potentiel de la Méridionale. Pour Corinne Fronte, une telle possibilité serait en passe de créer un monopole total du secteur stratégique maritime corse par certains acteurs de l'économie corse. Elle pourrait également opérer la création d'une compagnie publique maritime régionale, mettant aussi à mal l'intérêt public. Cela participerait à sacrifier les intérêts collectifs corses sur l'autel d'un capitalisme débridé. Nos questions seront les suivantes. Monsieur le Président de l'Office des Transports, avez-vous des précisions à apporter aux salariés de la compagnie et à la représentation élue de l'Assemblée de Corse sur la situation de la Méridionale? Enfin, 9 ans après le vote dit historique du 6 septembre 2016, dans ce même hémicycle, qu'en est-il du principe de la création d'une compagnie maritime corse? A ringraziarvi. A ringraziarvi. La parola au Presidente dell'Ufficio dei Trasporti. Ringrazio Presidente. Madame la conseillère, je vous remercie pour cette question. Vous m'interrogez sur la situation de la Méridionale et les perspectives éventuelles dans le domaine du service public maritime pour la Corse. Bon, tout d'abord, je tiens à rappeler qu'au mois de juin dernier, je répondais déjà par anticipation à une question sur le sujet d'une possible vente de cette compagnie, question du groupe Fapo Boulou Insem, posée par son président Romain Colonne. Et je précisais à ce moment-là déjà un point important, ce que je réitère aujourd'hui, que le contrat de délégation de service public prévoit ce genre d'éventualité en évitant une rupture du service, c'est important de l'indiquer, maintenant donc quotidiennement les intérêts économiques et sociaux fondamentaux de la Corse et des Corses, selon des modalités que j'avais exposées sur lesquelles vous me permettrez de ne pas revenir sous peine de répétition. Je précisais également que nous étions extrêmement vigilants et que nous suivions l'évolution de la situation, soucieux des emplois corses et des répercussions sur l'économie corse en cas de vente ou de liquidation éventuelle de cette compagnie, ce que nous avons fait et continuons de faire. Nous avons échangé avec les syndicats de marins à plusieurs reprises et continuons d'être en contact régulier au sujet de l'évolution de ce contexte. Nous avons aussi et surtout, je le rappelle, organisé le 6 juin dernier des assises des transports qui ont regroupé la totalité des acteurs économiques, sociaux,
compagnies, mais aussi les chambres d'agriculture, les chambres des métiers, les chambres de commerce, pour d'une part alerter sur les risques, parce qu'il faut le rappeler, c'est ça l'urgence, qui pèsent sur la dotation de continuité territoriale dans le très court terme, et d'autre part travailler sur les initiatives à prendre ou à renforcer dans le domaine maritime mais aussi aérien pour avancer de manière significative vers une plus grande maîtrise des transports par la Corse, une diversification des connexions, mais aussi une annualisation de ces connexions au service du peuple corse. À cet égard, je ne peux pas m'empêcher de citer les achats de flux aériens qui feront l'objet du rapport présenté lors de cette session, du travail en cours pour la constitution du GECT au niveau aérien et maritime entre la Ligurie, la Toscane, la Corse et la Sardaigne, et bien entendu, le travail à reprendre et poursuivre en termes d'études et de mise en œuvre autour de la desserte du service public maritime entre la Corse et Marseille, notamment en reposant les jalons de l'hypothèse à construire autour de la maîtrise de l'outil naval à travers d'une SEM et des outils de gestion comme la CEMOP. Cette hypothèse étant à mesurer aujourd'hui à l'aune d'assurances à obtenir sur la dotation de continuité territoriale, parce que c'est bien le socle nécessaire, et la pérennité de l'évolution éventuelle du périmètre lié à la DSP. Nous avons dans le même temps saisi officiellement le ministre du Transport et celui de l'aménagement du territoire sur l'urgence de la situation concernant la dotation de continuité territoriale, chiffres et audits à l'appui, comme nous venons de le faire depuis peu avec le cabinet du nouveau Premier ministre. Et comme je l'avais déjà évoqué dans la réponse de juin dernier à Romain Colonne, dans la suite des conclusions des assises des transports et de la déclaration solennelle qui en est ressortie, validée, je le rappelle, par l'ensemble des acteurs, nous mettrons en place, dès ce mois d'octobre, donc sans attendre, un cycle de réunions de travail sur la question de l'évolution du modèle de service public. Je parle du transport maritime. Ceci nous apparaît nécessaire, évidemment, pour anticiper les évolutions qui sont importantes au niveau réglementaire et environnemental. Je veux parler, par exemple, je le rappelle, parce que c'est très important et ça pèse sur le tarif fret, des quotas payants sur les émissions de gaz à effet de serre, qui amplifient le problème. Et surtout les évolutions fiscales et budgétaires qui impactent la continuité territoriale maritime, et puis pour garantir nos intérêts fondamentaux en termes de maîtrise économique et sociaux, et bien sûr, dans cette étude, la faisabilité de la dite compagnie territoriale de navigation, sous forme de CEMOP, par exemple, figurant en bonne place, comme d'autres hypothèses, en fonction des questions budgétaires et fiscales posées. Je rappelle quand même, sur les questions de monopole, que le contrat de délégation de service public d'aujourd'hui, qui a fait l'objet de nombreuses attaques juridiques, notamment par une compagnie, et qui a résisté malgré ces attaques, et que nous mettons en œuvre de manière sérieuse, a été reconnu par l'État et l'Union européenne, premièrement. C'est quand même une reconnaissance officielle du périmètre de service public et qui n'existait pas auparavant. Et surtout, il démontre dans son contenu que la collectivité de Corse et son office des transports savent se doter politiquement et techniquement de principes, d'outils juridiques, de pilotage et de gestion qui mettent en leur cœur l'intérêt public et garantissent des dangers sur le service public d'une situation créée de monopole dans le secteur des compagnies privées. Par exemple, le principe de bénéfice raisonnable, que l'on demande par ailleurs dans d'autres secteurs, est appliqué dans la DSP maritime du fait de notre politique, puisque au-delà de 2,13% du chiffre d'affaires, il y a reversement à la force publique de l'argent. Autrement dit, il ne peut pas y avoir de bénéfices indus faits sur le service public, et donc ça altère la capacité pour certains d'être en situation de monopole, quel que soit le monopoleur d'ailleurs. Donc c'est une garantie qui existe et qui est importante et qui est une défense pour nos intérêts fondamentaux. Évidemment, le travail à impulser et accélérer visera à renforcer cet état de fait dans notre état d'esprit et à améliorer encore, dans la mesure du possible permis par les textes, le contenu qualitatif de la continuité territoriale au service du peuple corse. Je tiens aussi à préciser, et c'est important, preuve que nous suivons la situation, qu'à l'heure où nous parlons, nous avons la confirmation qu'il n'y a absolument aucune discussion entre les deux compagnies délégataires autour de possibles transactions ou d'un rachat. Néanmoins, dans les jours qui viennent, nous continuerons donc en sus de la mobilisation qui doit être la nôtre sur la question de la dotation de continuité territoriale, qui est une urgence absolue. Et je ne peux qu'appeler au groupe politique à se mobiliser avec nous et avec les acteurs dans la lignée des assises des transports. Nous continuerons d'avoir l'initiative de rencontrer les directions des compagnies autour de la situation nouvellement créée, ainsi que nous le ferons avec les syndicats de travailleurs concernés, bien entendu, et nous tiendrons évidemment à informer rapidement l'Assemblée de Corse des évolutions intervenues sur ce sujet central pour l'avenir de l'île. Vi ringrazio. Ringraziabi. Donc, la question suivante posée par Pierre Paul au nom du groupe Avancem, ou Jean-Christophe Angelini, pardon. La filière bois, Aïda Baroula. Merci,
Président. Monsieur le Président, pour mémoire, la Corse dispose d'un patrimoine forestier exceptionnel avec près de 500 000 hectares, soit 60% du territoire, un taux largement supérieur à la moyenne nationale française. C'est une richesse unique, composée de résinus emblématiques comme le lariche et de feuilles de qualité, notamment du chêne vert. On l'a souvent répété, nos forêts sont globalement en meilleure santé que celles du continent français. Cette réalité ne doit pas masquer pour autant une évidence. Elles ne suffisent pas à fournir du bois de qualité pour la construction et leur potentiel reste bien malheureusement sous-exploité. Les chiffres sont connus depuis des années et ils parlent d'eux-mêmes. Environ 40 000 m3 de résineux et 20 000 m3 de feuilles mobilisables par an, dont à peine la moitié en bois d'œuvre. L'exploitation est limitée, freinée par l'absence de pistes forestières, par des équipements vieillissants, par un manque criant de structuration et d'innovation. La transformation, elle, reste globalement archaïque, centrée sur de gros bois, sans innovation vers des débouchés modernes, comme par exemple le lamellé-collé. Pourquoi ne pas avoir donné d'ailleurs l'exemple, notamment assez récemment, lors de la construction du bâtiment de l'Audarc à Amiachar, dont chacun sait que le bois ne provient pas de nos forêts insulaires. Pendant ce temps, nous importons chaque année près de 20 000 m3 de bois, pour une facture de 13 millions d'euros, quand la production locale plafonne péniblement à 7 000 m3, peut-être un peu plus ces 2 dernières années. Nos artisans doivent se contenter de produits de faible valeur, dans un marché dominé par l'offre extérieure, avec des entrepreneurs isolés, des investissements industriels quasi inexistants. Voilà bien malheureusement la triste réalité, qui ne vous est pas, pour reconnaître un petit peu le dossier, en totalité imputable. On en parlera. Le collectif pour la forêt, dès 2022, avait tiré la sonnette d'alarme. Ne pas surestimer la ressource, disait-il. Ils alertaient déjà sur la pénurie de bois de qualité et la nécessité d'une véritable politique sylvicole. 3 ans plus tard, en septembre dernier, les exploitants et scieurs ont créé aux Indicato di Provvisionali d'Avorista Gurz pour tenter de survivre et de se faire entendre. Face à cela, vous aviez annoncé lors des Assises de la forêt et du bois d'octobre 2023 un plan de 20 millions d'euros sur 5 années, avec 8 millions dès la première année. Sur le terrain, malheureusement, les professionnels ne voient rien et les engagements restent invisibles, la filière continuant de s'enfoncer. Où sont donc passés ces 8 millions d'euros et quels résultats concrets peut-on attendre pour la filière? Nous ne parlerons pour autant et jamais de coquilles vides. Mais pour autant, il manque un certain nombre de choses. La définition du gisement, sa classification, sa répartition, ses modalités de gestion. Sans ces données, comment prétendre bâtir une stratégie efficiente? Vous parlez de relance, mais il n'existe toujours pas de politique de gestion forestière à long terme pour garantir la qualité de nos forêts et du bois. Les défaillances sont nombreuses sur la cartographie de l'écosystème productif, l'économie circulaire, le schéma de gouvernance, la formation, l'innovation, les partenariats locaux. Quant à la seconde transformation, grande oubliée et pourtant étape clé, elle permettrait de créer de la valeur ajoutée, des emplois durables. La forêt de notre île doit être reconnue, à l'instar de l'eau, comme un bien commun et non comme une variable d'ajustement, notamment dans la PPE. Nous demandons donc que la filière bois retrouve toute sa place dans l'aménagement du territoire en Corse, à travers un PADUC, vraisemblablement en cours de révision, qui réponde aux enjeux de développement de la filière en matière de construction par exemple, et en valorisant la ressource, en s'appuyant sur nos exploitants, nos scieurs, nos architectes, nos agents, en bref, sur les acteurs locaux. C'est donc une invitation, Président, à dépasser une vision statique et fataliste et à repenser la dynamique d'un territoire dans sa globalité, à travers la multifonctionnalité, l'agro-sylvopastoralisme, la protection incendie, la relance économique, la création d'emplois. Plus globalement et pour conclure, nous attendons de la collectivité chef de file de la politique forestière, de ses offices et agences, la définition d'orientation économique claire, même si on en a débattu récemment, en prise avec les difficultés réelles de la forêt d'aujourd'hui. Une partie de la destination des millions annoncés se résume pour l'heure à l'ouverture de pistes, certes, et on y est favorable, mais pour quelle retombée? Quant à l'autre, a-t-elle été fléchée en dehors, au-delà de la dotation en matériel, notamment pour le corps des sapeurs forestiers? Pour conclure, et je vous l'ai dit, ne pas endosser l'exclusivité d'une analyse critique, comment comprendre 2 années après ces assises de la forêt organisées par notre collectivité, les motivations qui ont pu amener à la création d'un syndicat. Le STC-ONF, pour sa part, il a dit récemment, semble tout aussi inquiet ces jours derniers lorsqu'il nous rappelle, à la CDC que les personnels ne laisseront pas leur travail de gestion forestière être remis en cause, sans oublier l'absence de vision de développement de la forêt privée, qui a pourtant un rôle primordial à jouer dans cette matrice.
Quels moyens comptez-vous donc déployer, Président, pour relancer durablement notre filière bois et mettre en œuvre une politique publique à la hauteur des enjeux forestiers et économiques de la Corse? Je vous remercie. Allora, qual è che risponde? Ringraziamo. Au Presidente di Lodarc. La Corse possède un patrimoine forestier, comme vous l'avez souligné, exceptionnel, dont la valorisation et l'exploitation optimale constituent un enjeu déterminant pour notre territoire. Cette ambition ne saurait se limiter à des initiatives isolées. Elle exige une approche structurée alliant exigences sylvicoles, impératifs économiques et préservation environnementale. J'insiste d'emblée sur le fait que donner la primauté à l'un de ces éléments n'aurait pas de sens. Une gestion d'avenir préservant l'environnement et garantissant la multifonctionnalité de nos forêts ne s'oppose pas à la nécessaire viabilité économique des entreprises de la filière. C'est précisément l'objectif du programme Forêt-Bois de Corse, adopté à l'unanimité par l'Assemblée de Corse en décembre 2023 et validé par le ministre de l'Agriculture en juillet 2024. Ce cadre stratégique, articulé autour de 5 axes prioritaires et 26 actions concrètes, définit avec précision les orientations, les modalités de gouvernance, les moyens financiers alloués, ainsi que des indicateurs de suivi. Les premiers résultats obtenus en seulement 18 mois témoignent déjà de son efficacité. Après des décennies de sous-investissement et de manque de structuration, les fondations d'une filière forestière durable sont désormais posées. La collectivité de Corse a engagé plus de 15 millions d'euros pour dynamiser la filière avec des réalisations tangibles. 4 millions d'euros dédiés à l'amélioration de la desserte forestière via un marché public couvrant 7 secteurs géographiques et impliquant 27 entreprises locales. 8 millions d'euros pour le renouvellement de parcs et engins des forestiers sapeurs et des sylviculteurs. 1 million d'euros affectés à la création de zones de gestion de combustibles afin d'optimiser la gestion des peuplements et de renforcer la prévention incendie. 2 millions d'euros pour la sécurisation des massifs et la réhabilitation des maisons forestières. 300 000 euros pour la commercialisation de bois façonnés en bord de route avec un marché d'exploitation forestière qui a été soumis à la CAO d'aujourd'hui. Cette initiative favorise l'emploi local, les circuits courts et la valorisation des bois d'œuvre et d'énergie. Contrairement à certaines idées reçues, la filière forestière corse est désormais en mouvement, comme en attestent ses réalisations. 26 000 mètres cubes de bois vendus en 2024 contre 7 400 en 2023. Pérennisation des aides à la sylviculture en synergie avec les financements du FEADER pour accompagner les travaux d'amélioration des peuplements. Programmation des interventions sylvicoles dans les forêts territoriales dès 2025. Acté par une délibération de l'Assemblée de Corse, près d'1 million d'euros par an en masse salariale pour 25 sylviculteurs dont les interventions sont planifiées en coordination avec l'ONF. Accompagnement renforcé des forêts privées par notre partenaire, le Centre national de la propriété forestière de Corse, grâce à de nouveaux plans de gestion et des conventions cadres, notamment avec l'ODARC, augmentant le quota de la forêt exploitable par les exploitants et la mise sur le marché de coupe. Structuration progressive des massifs, création de comités de gestion, réouverture de milieux qui profitera également au pastoralisme. 4 chantiers ont été réalisés sur une quinzaine de demandes déposées. Mise en œuvre du nouveau cadre d'occupation pour encadrer en forêt territoriale les demandes des usagers pour une occupation ou une activité commerciale. Renforcement de la formation avec la mise en place d'un cursus de bûcheronnage au lycée agricole de Sartène qui permettra de renouveler les forces vives d'une profession vieillissante et de la professionnaliser. Concernant la gouvernance, l'installation en 2024 de la Commission territoriale forêt et bois où tous les acteurs peuvent débattre a permis la création d'un observatoire des prix pour améliorer la transparence dans l'établissement des prix des coupes de bois. Pour ce qu'il est du développement économique, intégration systématiquement dans les marchés publics de la collectivité de Corse de la marque Lignum Corsica.
Je précise à cet égard que l'ODARC est détenteur et animateur de la marque pour le compte des professionnels qui y consacrent une personne à temps plein pour l'accompagnement des entreprises, qu'il finance la contractualisation d'un auditeur externe et qu'il prend en charge intégralement les coûts des audits de contrôle auprès des entreprises. Je précise également, puisque vous y faites référence, que lorsque les marchés de travaux des locaux de l'ODARC à Miliachar ont été lancés en 2022, il n'y avait pas encore d'entreprise certifiée susceptible d'assurer la légalité d'une attribution sur ces critères. En revanche, cela est désormais le cas avec la relance de la construction en bois local, avec la marque Lignum Kursk, des projets publics réalisés ou en cours, dont la pépinière territoriale de Castellucci, la bergerie du centre expérimental de l'ODARC à Altiane. Concernant cette certification des entreprises, 4 ont déjà été labellisées, 3 en cours, avec un objectif de 10 certifications d'ici fin 2025. Une nouvelle dynamique pour le Liège est en place avec la création du syndicat Isoara du Liguursk en 2023 et le lancement d'un projet de transformation locale soutenu par l'ODARC. Maintien de la certification PEFC des forêts territoriales, gage de gestion durable du patrimoine forestier. Une étude est en cours sur la rentabilité des modes d'exploitation afin d'adapter les soutiens professionnels dans un contexte de transition vers la futaie irrégulière et de concurrence économique accrue. La collectivité de Corse a également déployé des actions essentielles pour protéger les massifs forestiers des communes et les intercommunalités avec un investissement de 4,3 millions d'euros. Création, rénovation, 49 points d'eau, 2 millions d'euros. Mise aux normes de 2 zones logistiques à Bawel et à Velaco. Réhabilitation des pistes forestières Soche et Solar, 1,3 million. Ces réalisations illustrent une dynamique sans précédent portée par le programme Forêt et Bois de Corse et une volonté collective de donner à la forêt corse et sa filière bois les moyens de leur essor. Les résultats obtenus en un temps record démontrent que la stratégie déployée est la bonne. Mais permettez-moi de revenir sur un point qui semble faire débat, l'émergence de syndicats professionnels dans l'exploitation forestière ou dans le liège traduit de façon encourageante la structuration collective des acteurs de cette filière. Nous devons saluer plutôt que de relever des craintes. Ces professionnels font le choix d'investir dans la filière forestière, non sans risque, plutôt que par exemple dans l'immobilier, ce qui leur aurait assuré des revenus bien plus conséquents. Nous devons saluer leur engagement et nous devons contribuer, comme cela est prévu, dans le programme Forêt et Bois de Corse, à une organisation du marché qui leur assure une viabilité économique. Nous y employons avec l'ONF et l'ODARC en considérant de nouvelles modalités de mise en marché des bois. Coupe, mais aussi des marchés de travaux de bois façonnés et d'accompagnement financier pour les coupes déficitaires qui n'assurent pas la rentabilité de leurs exploitations. Ceci est au cœur du changement de paradigme que constitue le passage de la futaie irrégulière, laquelle ne saurait aucunement être remise en cause, mais nécessite des changements dans la façon d'intervenir auprès de la filière. Tout cela a été bien inscrit dans la feuille de route que constitue le programme Forêt et Bois de Corse. Poursuivons ensemble cette démarche de progrès et sortons des anathèmes et des vaines polémiques. A ringraziar. A ringraziarvi. Alors, il nous reste une dernière question sur le rôle de la CTPNAF et c'est Véronique Pietri qui n'est pas là, donc c'est M. Profisi qui va la poser. Ringrazio. Monsieur le Président du Conseil exécutif, nous vous avons sollicité à plusieurs reprises, par le biais de questions orales, concernant les dérives du fonctionnement de la CTPNAF. Cette commission est censée être un outil pour protéger les terres agricoles de la pression foncière lors de l'élaboration des documents d'urbanisme des communes. Cette commission que vous coprésidez est devenue une simple chambre d'enregistrement qui met systématiquement en minorité les défenseurs du monde agricole, en additionnant vos suffrages et ceux de l'État pour valider le déclassement de centaines d'hectares. Systématiquement, vous émettez des réserves qui restent sans effet.
Le PLU de Borg en est un exemple significatif. Plus récemment, Bonifacio, des considérations extérieures et un effet d'annonce via la loi Le Meur, postérieure à la présentation du document, vous ont amené à émettre un avis positif contre l'avis de la profession qui a été mise en minorité. Des dizaines d'hectares de terres agricoles seront encore sacrifiés à Bonifacio. Les syndicats agricoles, les agriculteurs et leurs représentants sont légitimes pour porter la voix du monde agricole. Nos demandes sont les suivantes. Quand comptez-vous cesser de ce fonctionnement à la CTPNAF qui n'est pas en adéquation avec vos principes fondamentaux et ceux du mouvement national corse? Comptez-vous enfin changer de positionnement dans ce domaine et redonner à la CTPNAF sa mission originelle de défense des terres agricoles et redonner une voix prépondérante au monde agricole? Bien, grazie. Vous avez la mention très bien pour la question la plus concise. Voilà. Alors, la réponse. Qui? D'accordo. Allora, ritorno Presidente di Lodarc. Bon, ringraziamo per la vostra questione. Caro consigliere, la CTPNAF a en effet pour rôle d'émettre un avis sur l'opportunité de certaines procédures ou autorisations d'urbanisme concernant l'objectif de préservation des terres naturelles, agricoles ou forestières. La CTPNAF a vocation à se prononcer sur la consommation des terres naturelles, agricoles ou forestières, comme je vous l'avais déjà précisé en réponse à votre question orale de mai dernier concernant l'élaboration de documents d'urbanisme. L'avis émis par la Commission est, sauf exception, cas de projet permettant une consommation significative de surface classée en AOP, un avis simple, donc consultatif, destiné à renseigner en premier lieu la collectivité compétente pour l'approbation du document d'urbanisme et le grand public, puisque cet avis doit figurer impérativement dans le dossier soumis à enquête publique. En l'espèce, les deux avis visés par la question orale, Borg et Bonifacio, étaient des avis simples. Comme je vous l'ai également déjà rappelé, cet avis élaboré dans une logique de recherche de consensus doit être partagé par le plus grand nombre des membres. La seule obligation issue de la décision de la CTPNAF est d'ordre formel et concerne la communication de cet avis au public. Sur le fond, rien n'impose la prise en compte des réserves de la CTPNAF hors cas d'avis dit conforme. Il appartient donc à la commune de prendre sa décision finale d'approbation du PLU au regard de cet avis, comme les autres avis MRAE, PPA et des conclusions de l'enquête publique. S'il n'a pas été suivi des faits, cet avis réservé et plus précisément ses motivations peuvent servir de point d'appui à un recours contentieux. Les avis de la CTPNAF sont émis à l'issue d'une démarche de compromis entre acteurs aux positions souvent divergentes. Le document d'urbanisme est examiné à la lumière et à la recherche d'équilibre, intégrant également la recherche d'une préservation des espaces, notamment agricoles. Pour rappel, la CTPNAF est constituée de 22 membres, avec voix délibérative, dont 3 seulement pour les élus de la majorité territoriale, 3 pour l'État, 6 pour le monde agricole, en y incluant la Chambre d'agriculture de Corse. Aussi, la composition de la CTPNAF donne de fait une voix prépondérante au monde agricole. Par ailleurs, l'amélioration du fonctionnement de la CTPNAF, notamment afin de définir des doctrines communes, est une préoccupation constante, puisque différents groupes de travail sont notamment envisagés sur les thématiques suivantes: portée des espaces boisés classés et contraintes éventuelles selon le type d'activité agricole, modalité de mise en œuvre du règlement intérieur à la demande de la coprésidence CDC, définition de critères permettant d'identifier des types d'autorisation d'urbanisme, de projets qui pourraient être plus particulièrement concernés par un avis de la Commission. Ce dernier groupe de travail sera en effet initié à la demande de la CDC car les enjeux et la pression foncière subie par notre territoire demandent une réponse et une vigilance particulière. Pour autant, comme je vous le précisais déjà à différentes reprises, dont lors de la session de l'Assemblée de Corse en mai dernier,
plus qu'une question d'utilité de la CTPNAF, qui reste une commission de droit commun dont les leviers sont adaptés aux enjeux hexagonaux, mais pas nécessairement nôtres. Il s'agit d'une question de contrôle de légalité et d'application par l'État des règles opposables, dont j'ai récemment souligné publiquement les failles et le caractère arbitraire, et la quasi-disparition programmée des ESA sur les régions bastiaises est, ce point de vue, une preuve spectaculaire de la défaillance de l'État. Tant que cette compétence ne sera pas exercée de manière rigoureuse et systématique, le cas échéant par un transfert à la CDC, la dynamique que vous vous souhaitez, comme nous, endiguer ne pourra pas être infléchie. Je tiens quand même à vous rassurer que je ne suis pas là pour brader les terres agricoles. Prochainement, le président de l'AUE et moi-même aurons une réunion avec les représentants de la commission foncière de la Chambre d'agriculture afin de définir une méthode de travail. Aringraziabi. Aringraziabi. Allora, ecco, è mugompio e domanda boc. Je ne peux pas débuter, même si l'appel n'a pas encore été fait. Vous savez que la session, le procès verbal est pris à partir du moment où le quorum est constaté, mais je ne peux pas débuter sans évoquer le tag injurieux qui a ciblé le cardinal Bustillo. Il nous a tous heurtés, beaucoup d'entre vous vous êtes manifestés, bien évidemment. Personnellement, moi, il m'a carrément révulsé. J'ai, comme d'autres, manifesté mon soutien au cardinal, que j'ai eu d'ailleurs encore au téléphone hier soir. Je tiens à lui renouveler publiquement mon soutien, bien évidemment. À la demande de la commission permanente organisationnelle, hier après-midi, il a été demandé un petit temps de parole pour traiter de cette question-là. Moi, je vous suggère de le faire après l'appel pour que ça soit au PV, si vous en êtes d'accord. D'autant que les présidents de certains présidents de groupe ou le président d'exécutif ne sont pas dans l'hémicycle, nous ferons cela tout à l'heure. La demande avait été faite par Jean-Martin Mandologne. Est-ce que ça vous convient? Très bien, parfait. Donc nous le faisons tout à l'heure. Merci. Je voudrais aussi avoir une pensée pour Pierre Jong, qui a perdu son frère, vous le savez. Laurent Jong, honorablement connu, courtinaise, qui sera enterré cet après-midi à Corté. On ne peut malheureusement, pour la plupart d'entre nous, nous rendre aux obsèques. Nous avons vu la famille. Laurent était le premier prieur de la, entre autres, de la confrérie Sant'Eo Valudigorti. Et bien évidemment, on pense à toute sa famille. Le décès de Laurent Djonga intervient après une suite longue, malheureusement trop longue, de décès tout au long du mois d'août et tout au long du mois de septembre. Je voudrais citer quelques personnes, on m'excusera si j'en oublie, mais il y a vraiment beaucoup de personnalités de la société civile, du monde politique, qui sont décédées au mois d'août et au mois de septembre. Dans le monde de la culture et des arts, je voudrais rappeler le décès de José Tomasi, le 8 août dernier, donc qui a été un professeur de dessin que vous avez beaucoup connu, notamment ceux de la région bastiaise, un artiste, un professeur d'université également, et nous pensons à ses amis, à sa femme surtout, Colette, et nous retiendrons de lui donc son coup de pinceau et les magnifiques œuvres qu'il a laissées, notamment concernant la grande réforme agraire instaurée par Gênes au XVIIe siècle. Il résidait à Pigne. Est décédé également au mois d'août, très brutalement, aussi Stéphane Casalta, à l'âge de 56 ans, un chanteur, musicien corse, le fils de notre ami Tony Casalta. Il est parti prématurément, de manière soudaine, et je tenais à manifester à nouveau mon soutien à sa famille, et je sais que vous vous y associez. Est décédé également dans le monde de la culture Gianmarco Gamurati. C'est l'un des membres fondateurs du groupe Arcugi.
donc un militant culturel qui a consacré sa vie à la mémoire de notre identité, à la langue. Est décédé également Pascal Risterucci, qui est dans le domaine sportif, qui était une figure emblématique du Gazélec depuis les années 60, et qui était aussi gardien de but, si je ne m'abuse, bien que n'étant pas spécialiste de ce domaine. En tout cas, il aura marqué l'histoire du football insulaire. Jean-René Mariani aussi, à l'âge de 73 ans, qui est un auteur, compositeur, producteur, qui a écrit notamment des chansons de Paul Naref et de Christophe, qui était originaire du Cap, de Loury, qui est parti le 1er septembre. Jacques Scaglia, fondateur du festival de chant lyrique de Canary, et une femme, Madame Virginie Locatelli, qui a été une figure importante de la vie culturelle bastiaise. Beaucoup d'entre vous la connaissez, plus de 40 années d'engagement associatif, qui a créé de nombreux événements, et notamment les musicales de Bastia. Donc vous voyez, on a là une perte immense de nombreux artistes, de nombreux membres des associations qui font vivre la vie associative en Corse, et pour lesquels il n'y a pas forcément toujours la relève qui est assurée. Il faut s'interroger aussi là-dessus. Nous y reviendrons peut-être tout à l'heure. Parmi les membres élus, des personnes qui ont été élues à un moment donné en Corse, qui ont assumé des responsabilités collectives, je voudrais avoir une pensée, si vous le permettez, pour l'ancien maire de mon village, de Nèche, Michel Nobili. 40 ans de mandat. Je le dis avec sourire parce que nous nous sommes opposés. On n'a jamais pu le sortir, Pédi Lavranc, mais j'ai vraiment une pensée amicale pour lui. Son petit-fils Jean-Michel aujourd'hui préside à la destinée de notre commune, et nous avions bien évidemment des liens d'amitié. Il était très impliqué dans la vie intercommunale également. Jean-Pierre Filippini, ancien maire de Cristinacci de 1977 à 1982. Donc là, il y a toute une génération qui nous quitte. Il faut souligner aussi son départ, et nous avons une pensée pour sa famille. Jean-François Puccini, adjoint au maire entre 2008 et 2020 de l'ancienne communauté des communes du Niolu, qui est également parti, qui était très impliqué aussi dans la vie culturelle, dans la vie associative et religieuse du village, puisqu'il était président de l'association paroissiale Saint-Pierre et Saint-Paul. Monsieur Ange-Paul Peretti, l'ancien maire de Bigoulia, qui a assuré en fait l'intérim pendant au moment de la démission de Sauveur Gandouche Fichette, et l'élection qui s'en est suivie de Jean-Charles Djabigogne. Donc vous voyez encore une personne qui part, qui était très engagée pour la petite enfance. Concernant maintenant les parents des élus, nous avons Madame Anne-Marie Piacentini, qui est la mère du maire de Crogic, qui est décédée le 27 septembre dernier, je le disais. Et puis concernant nos agents, d'abord rappeler le décès et lui présenter à nouveau nos condoléances émues, le décès du père de notre secrétaire général, donc de Monsieur Tom. Voilà, quel que soit l'âge, un père reste un père. Et puis souligner aussi le décès dans sa 55e année, donc jeune, un agent de la collectivité qui était en congé de longue durée, que moi je n'ai pas croisé, qui est Monsieur Serge Ettori. Voilà, qui a été sapeur forestier dans l'équipe de Tsons, et évidemment on pense à sa famille. Il a 4 enfants. Voilà, et évidemment nous sommes solidaires de toutes ces personnes qui ont été touchées durant la période estivale, et je ne voulais pas qu'on les oublie malgré l'interruption de notre activité. A ringraziarvi per vostro sostegno Dino. Ma va a Diama, se vous êtes d'accord. Angeline Jean-Christophe, Antonine Daniel, Harry Véronique, Battestine Serène,
Benedetti Paul Félix. Biqueray Didier. Bory Jean-Marc. Borromée Ivanine, représenté par Pierre Pauli. Branca Marie-Claude. Caïtou Colli Paul-Joseph. Campana Françoise, représentée par Jean-Paul Panzagne. Casanova Nicolai Paul. Casanova Servas Marie-Hélène. Capini Angèle. Cognetti Turchini Cathy. Colombagne Anna-Marie. Colonna Romain. Combette Christelle. Dansari Frédéric. Duval Santa, représenté par Jean-Martin Mondologne. Fanny Muriel. Filippi Pedranto, représenté par Elisa Tramogne. Francisci Paoli Lise. Gallone d'Istria Evelyne. Dionga Pierre, représenté par Charlotte Terreg. Diabigogne Jean-Charles. Giacometti Piré da Josefa. Guidoni Pierre, représenté. Le Beaumain Vanine, représenté par Saverio Luciani. Le Mao Giansanto, représenté par Véronique Arrigue. Lucchini Jean-Jacques. Lucioni Don Joseph. Luciani Antoine. Luciani Saverio. Marchetti Sandra. Mariotti Marie-Thérèse. Mattei Flora. Maupertuis Marie-Antoinette. Mela Georges. Mondologne Jean-Martin. Mosca Paula. Nivaggioni Nadine. Panzani Jean-Paul. Pedinelli Chantal. Pieri Marianne. Pietri Véronique. Pauli Antoine. Pauli Pierre. Ponce Vera Juliette, représentée par Frédéric Dansard. Pozzo di Borgo Louis. Profit Jean-Noël. Quastana Paul. Savelli Jean-Michel. Savelli Joseph, représenté par Muriel Fagne. Satelli Jean-Louis, représenté par Georges Mail. Sorba François. Terregui Charlotte. Tiberi Julia, représenté par Jean-Christophe Angelini. Tramogne Elisa. Valdrigui Hervé. Vanni Hyacinthe. Vinciguerra Alex, représenté par Daniel Antonini. Et Volimac Charles. Ojo Presidente di l'esegudi, o signore e signore i consiglieri esegudi, o signore e signori i consiglieri all'Assemblea di Corsica, di un piacere di ritrovarvi dopo l'estate. C'est vraiment un plaisir de vous retrouver après cette période estivale et ce mois de septembre aussi, du coup, qui est passé. Il a été bien chargé à de nombreux égards, car cette rentrée a vraiment le goût de la complexité et se déroule sous le sceau de l'incertitude. Alors d'abord, une incertitude internationale qui est marquée par des tensions croissantes, vous le savez, la banalisation de comportements instables. Nous l'évoquions tout à l'heure en aparté avec Jean-Martin Mondologne, et y compris chez les puissants de ce monde qui se livrent toujours plus à des analyses ou des actions qu'on peut avoir avec la démocratie, dont certains pourtant se réclament. Une incertitude aussi à l'échelle européenne. La multiplication d'épisodes d'ingérence physique ou informationnelle russe qui menacent l'intégrité de l'Europe mais ne suscitent aucune réponse affirmée doit nous interpeller. De même, les difficultés relatives, dans un autre domaine,
aux contours du prochain cadre financier pluriannuel européen qui menace la politique de cohésion, mais aussi la politique agricole commune, qui sont pourtant essentielles pour les territoires européens et en particulier pour le nôtre, et de nombreux financements en dépendent. Malheureusement, je ne vois rien de meilleur au plan national. Absence de gouvernement, difficulté à trouver un équilibre et une convergence à l'Assemblée nationale, incertitude budgétaire et sociale qui en découlent, nous promettent un automne et un hiver agités. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est une journée, vous le savez, de mobilisation, une journée de grève et de manifestation. Alors, et nous, dans tout cela, de manière générale, les territoires et les régions se voient conditionnés par ces incertitudes ambiantes et nous allons certainement, comme l'an passé, être confrontés à d'âpres difficultés budgétaires alors que nous sommes en première ligne auprès des citoyens, nous, les élus des territoires, dans l'exercice de la politique publique régionale, territoriale, dans l'exercice des services publics de base et de proximité. Pour la Corse en particulier, l'incertitude pèse à nouveau sur le projet d'autonomie, otage une nouvelle fois d'échéances calendaires modifiées, des vicissitudes de la vie politique nationale française. Preuve, s'il en est, que le modèle français, aujourd'hui, bien loin de nous apporter stabilité et cadre, nous contraint. Alors, dans ce contexte-là, j'avoue qu'il n'est pas très réjouissant, deux certitudes, de mon point de vue. D'abord, la démocratie est en péril partout, et deuxièmement, elle ne retrouvera son salut qu'à l'échelle des territoires. Alors, je disais que la démocratie était en danger partout. En effet, en Europe, le populisme gagne du terrain, la désinformation est attisée, vous le savez, par l'ingérence étrangère, sur les réseaux sociaux en particulier, et les populations sont de plus en plus sceptiques vis-à-vis des dirigeants. Aux États-Unis, les libertés fondamentales sont bafouées et les droits humains niés. Il n'y a qu'à se documenter sur le traitement infligé aujourd'hui aux migrants en situation irrégulière, mais même ceux qui sont en situation régulière d'ailleurs, pour s'en persuader, mais aussi, bien que différemment, vis-à-vis des Américains, les citoyens américains qui protestent, dès qu'ils protestent contre la politique menée par le président Trump. La France, quant à elle, confrontée à une perte généralisée de confiance et de rejet du politique. Le baromètre de la confiance politique du Cevipof de Sciences Po Paris, dans sa publication de février dernier, indiquait que les mots méfiance, lassitude, morosité, peur sont les qualificatifs les plus utilisés par les Français pour illustrer leur état d'esprit. Alors que faire d'un système politique qui ne satisfait visiblement plus et qui ne représente plus un idéal, y compris au sein des sociétés développées? Churchill disait « La démocratie est le pire des régimes à l'exception de tous les autres ». Et même si elle va mal, j'ai envie de rajouter, la démocratie reste le système politique le plus juste et mérite à ce titre-là d'être sauvée. D'où mon appel aujourd'hui à une pratique territoriale de la démocratie. Mais le pouvoir par le peuple ne saurait se résumer à la seule démocratie représentative, c'est-à-dire les assemblées, les parlements élus. La démocratie participative dans et avec les territoires, les projets collectifs, la prospective doivent venir épauler la démocratie représentative et contribuer à de nouvelles formes de résilience. Car c'est de résilience dont il s'agit. C'est précisément à cette résilience démocratique des territoires que j'en appelle. Nous devons nourrir le dialogue avec le mouvement associatif, avec les acteurs économiques, culturels, les représentations, y compris politiques, qui ne sont pas à l'intérieur d'un hémicycle. Dans cette pratique horizontale de la démocratie que nous pourrons, c'est dans cette pratique horizontale de la démocratie que nous pourrons développer à la fois les principes de tolérance, de réciprocité et favoriser l'esprit de co-construction pour rendre le futur soutenable et vivable pour nos enfants. Alors au moment où le doute s'installe sur notre capacité à faire vivre la démocratie européenne,
où l'intolérance et l'individualisme progressent, interrogeons-nous les uns et les autres sur nos propres comportements politiques, hic et nunc, ici et maintenant. J'ai un peu réfléchi à ça cet été quand même, malgré la chaleur. Et avec le recul, je me dis que nous avons aujourd'hui, sur notre mandat électif, au sein de cette Assemblée, quand même le constat que collectivement, malgré nos divergences, malgré nos imperfections, nous réussissons à faire vivre des valeurs démocratiques. Respect, dialogue, parole échange avec le CESEC, la présidente d'ailleurs du CESEC était là tout à l'heure, soutien à l'éducation, à la lutte contre les dérives mafieuses, ça a été évoqué dans les réponses aux questions tout à l'heure, défense des minorités, attention au vivre ensemble, analyse prospective. Et il nous faut continuer, surtout dans le contexte actuel. Notre responsabilité d'élus est que, quelle que soit la situation, quelle que soit sa complexité, quelles que soient les incertitudes, les aléas politiques, les échéances électorales, nous préservions ce bien commun que sont les valeurs démocratiques, à l'échelle de notre territoire d'abord et surtout. Et dans cette perspective, nos travaux collectifs sur la prospective à l'horizon 2050 visent justement à s'interroger et à mettre en débat l'avenir, à discuter librement des futurs possibles, à pratiquer une démocratie éclairée. Alors oui, et j'en termine, oui, les temps sont plutôt sombres. Oui, les ressources vont manquer. Et immenses restent les choses à réaliser, en particulier pour former notre jeunesse et assurer la maîtrise de nos actifs, de nos ressources stratégiques. Mais nous sommes héritiers de Paoli et nous devons garder en tête, en cette année du tricentenaire de sa naissance, que l'intérêt général doit préserver et que nous aurons à inventer autre chose, un nouveau contrat social, tout autant que démocratique, et ce, quelles que soient, et je le dis vraiment sincèrement, nos appartenances partisanes. Alors en cette rentrée parlementaire, et alors que s'est déjà ouverte la campagne des municipales, j'invite les membres de cette honorable Assemblée à faire preuve de discernement démocratique dans les travaux que nous aurons à mener dans les prochaines semaines et rester en cela fidèles aux valeurs que collectivement nous portons depuis 4 ans. Bona rientrada et bon travail. A ringraziapi. Je me tourne vers le président de l'exécutif. Est-ce que vous souhaitez vous intervenir? Non, merci Madame la Présidente de l'Assemblée de Corse. Bonne rentrée. À vous aussi. Vous avez acheté vos fournitures toutes neuves. Alors nous passons à l'ordre du jour, si vous en êtes d'accord, puisque le quorum était atteint, évidemment. Approbation, le procès-verbal de la session de l'Assemblée de Corse des 24 et 25 juillet dernier. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui ne participe pas au vote? Donc le rapport est adopté à l'unanimité. Voglio ringraziare i traduttori che sono qua sulle cabine per us aiuto e dunque sta sessione sarà tradotta, ci saranno due lingue che saranno adottate per quelli che vogliono e l'uditore potranno usare o in francese o in corso. Ecco. Allora, abbiamo un rapporto di informazione nanta l'avanzamento di un progetto Corsica Prospettiva 2050.
Allora, se siete d'accordo, se siete da consenso, c'è adesso una progettazione così sarà appena più la fare, perché giustamente è di appena un mortoio. Ecco. E mi ha parlato bene, se siete d'accordo. Una dinamica è lunga perché abbiamo avuto una commissione e ne abbiamo parlato assai. E poi ci saranno altre riunioni, ma voglio spero con tutta l'assemblea il lavoro che abbiamo realizzato fino a ora. Ecco, ringrazio la tecnica, sperando che la da marciare a fare. Donc, à la fin de l'année 2022, nous avons lancé un laboratoire de prospective pour essayer de travailler sur les trajectoires possibles de la Corse à l'horizon 2050. Ce laboratoire de prospective est composé, vous le savez, de représentants de chaque groupe de cette Assemblée, de représentants du Conseil exécutif, de personnalités qualifiées. Je rappelle qu'appartiennent à ce groupe Charles-Henri Philippe, Christian Manté, Jean-Dominique Giuliani de la Fondation Schumann, le Didier Leschi, Marco Muselli, professeur d'université, Sébastien Simoni de FEMUGU et Campus Plex. Ce laboratoire de prospective n'est pas là pour prévoir le futur, il ne s'agit pas d'un institut de prévision, il ne s'agit pas non plus d'astrologie, mais il s'agit d'envisager, de préparer, surtout de préparer les futurs possibles. Pas le futur, mais les futurs possibles, considérant que notre île est impactée par des événements, des tendances lourdes exogènes. Certaines, je les ai évoquées tout à l'heure, et puis on a connu antérieurement la crise du Covid, par exemple, mais qu'elle sera également soumise à des transformations de nature plus endogène. Donc, ce laboratoire nous amène en fait à réfléchir à ce que sera la Corse dans les 25 prochaines années. Nous travaillons en collaboration avec la Banque des Territoires qui nous a accompagnés sur une partie du projet, également l'OCDE, puisque vous aviez eu à prendre connaissance d'un rapport sur l'attractivité de la Corse et du positionnement stratégique de la Corse actuellement. C'était en janvier 2024, me semble-t-il. Et puis, avec également l'équipe de prospective du Plan Bleu pour la Méditerranée, qui dépend de l'UNESCO, donc des Nations Unies. Cette prospective a pour objectif de construire un outil qui permet de penser les futurs possibles, pour les Corses, évidemment, pour les acteurs institutionnels, politiques, socio-économiques, mais surtout et aussi pour produire un outil d'aide à la décision. C'est-à-dire que les élus de l'Assemblée de Corse, le Conseil exécutif s'il le souhaite, pourra mobiliser dans la boîte à outils que nous sommes en train de construire des éléments, qu'ils soient statistiques, qualitatifs, pour se forger une idée avant de prendre une décision concernant les conséquences possibles de cette décision. On en est là à un stade, on va regarder le chronogramme s'il vous plaît, merci. Donc on en est à un stade qui est celui de la construction du socle prospectif qui vous a été transmis dans l'annexe au rapport. La première chose, c'est que, à la demande d'ailleurs de Jean-Michel Savelli, nous avions établi un temps zéro. Nous nous projetons à 2050, mais il fallait bien partir d'un temps zéro. Le temps zéro, donc, c'est l'année 2022. Nous avions produit et présenté au sein de cette Assemblée un premier document. Nous avons interrogé les personnalités qualifiées au regard de leur expertise qui nous ont produit un certain nombre de notes et de recommandations. Tout cela a permis de construire un diagnostic de temps zéro. L'OCDE, je l'ai déjà évoqué, donc c'est les premiers 3 gros documents que nous avons produits et les premières connaissances qui ont été transmises. Et puis, nous avons ensuite construit un cadre méthodologique, un socle prospectif qui a été également alimenté par différentes conférences que vous voyez
dans le bas de la diapositive. Ce socle prospectif, il a identifié, il s'appuie sur 5 enjeux principaux: le changement climatique et l'environnement, le développement humain, les fractures et les continuités du territoire, les connectivités et les mobilités, les dynamiques institutionnelles. Je voudrais juste m'arrêter 2 secondes sur les conférences, merci, grand public, que nous avons réalisées. Certains d'ailleurs d'entre vous y avaient participé. Elles ont pour objectif à chaque fois de traiter un de ces enjeux, d'associer des experts internationaux sur le sujet. Nous avons eu par exemple François Gémen du GIEC ou Sophie Tsopa également du GIEC, mais aussi le professeur Askenazi, le GIEC pour le changement climatique et l'évolution démographique aussi, le professeur Askenazi pour les mutations dans le domaine du travail, le professeur Barthélémy du CEA sur les connectivités et le transport, Nicolas Davout, qui est le président du Conseil national pour la lutte contre les exclusions et la pauvreté, qui était venu nous parler d'inégalité et de pauvreté, et récemment François Fleuret, qui est le 3e de l'entreprise Meta, sur les questions d'IA et d'impact de l'IA sur la société. Je ne cite là que les plus connus, mais beaucoup d'acteurs locaux y ont participé, évidemment sur la pauvreté, François Pernin par exemple, l'INSEE de Corse a été présente à toutes nos réunions, et non seulement nous avons recueilli le savoir expert de ces personnes, mais concomitamment nous avons partagé et recueilli le ressenti de la société civile, des acteurs qui sont venus à ces conférences pour comprendre leur perception de l'avenir de la Corse. Et du coup, il y a une diffusion, une médiation qui s'opère et ça rejoint la dynamique de démocratie territoriale que j'évoquais tout à l'heure. Alors, le socle prospectif, il a 5 grands enjeux. Voilà, vous les voyez. Le changement climatique et l'environnement, le développement humain, les fractures et les continuités territoriales, c'est-à-dire tout ce qui est aménagement du territoire, mais économie également, les connectivités et les mobilités, et les dynamiques institutionnelles. Donc, pour chacun des enjeux, à travers les dires d'experts, les travaux in camera et les analyses statistiques, nous avons identifié des variables clés. Nous avons 23 variables. Ces variables, vous les connaissez parce que vous les pratiquez tous les jours dans l'exercice, soit professionnel, soit politique. Pour ce qui est du changement climatique, alors vous avez tous ces schémas, bien évidemment, dans le document qui vous a été transmis. Pour ce qui concerne le changement climatique et l'environnement, il y a une variable bouleversement des écosystèmes, pression anthropique sur les ressources, production et disponibilité des ressources énergétiques, évolution de l'agriculture. Concernant le développement humain, les dynamiques migratoires sont une variable, l'évolution socio-démographique, l'état de santé de la population, les modes de vie, les pratiques de consommation, la cohésion sociale et les inégalités, le développement de l'écosystème de formation et les dynamiques d'emploi. Concernant les fractures et continuités du territoire, 4 variables clés, l'aménagement et le rapport entre l'urbain et le rural, le foncier et le marché de l'immobilier qui en soi est un vrai sujet, les mutations et les diversifications de l'économie et le tourisme qui fait l'objet d'une analyse particulière qui est une variable essentielle, puisque la consommation touristique représente 39% de notre produit intérieur brut. Concernant les connectivités et les mobilités, nous avons le transport évidemment et les mobilités externes, internes, la connectivité avec les pratiques numériques et les nouvelles technologies et l'innovation. Pour ce qui est des dynamiques institutionnelles, la question de l'identité collective, la culture, la langue font partie de ces blocs de variables, la question démocratique et la citoyenneté, la gouvernance politique locale et l'organisation du territoire, les finances publiques sont apparues comme un élément essentiel pour l'avenir et la géopolitique et les coopérations internationales.
Pour que vous réalisiez, parce que ça fait quand même un moment que nous travaillons, là vous ne verrez pas grand-chose, pour chaque variable, il y a 23 variables, pour chaque variable, nous avons établi un diagnostic précis à partir de statistiques, à partir de rapports qualitatifs, sur l'état de la variable au temps T, et y compris avec une analyse rétrospective, comment on en est arrivé là. Par exemple, aujourd'hui, sur le foncier, là c'est la fiche du foncier et de l'immobilier, comment on en arrive aujourd'hui à avoir autant de résidences secondaires. Bien. Ensuite, nous avons caractérisé la variable à partir de données statistiques de référence qui sont en bas à gauche de l'écran. Nous avons, pour chaque variable, identifié les dynamiques de changement à l'horizon 2050, c'est-à-dire toutes les tendances en cours et à venir, en tout cas celles qu'on pouvait anticiper. Mais il y a aussi les incertitudes, c'est la 4e case. Les incertitudes, évidemment, on ne le sait pas, on ne sait pas ce que vont être les taux d'intérêt, et ça impacte le foncier immobilier, par exemple. Donc, toutes les sources également sont précisées dans la case en bas à droite. Donc, ça signifie que vous avez aujourd'hui, y compris vous, pour votre information, toutes les sources statistiques disponibles pour chacune des 23 variables. Le socle prospective consiste à étudier, alors non pas à faire 23 fiches, hein, ça c'est lourd, c'est long. L'objectif, c'est de considérer la Corse comme un système. Et ces 23 variables sont les variables clés de ce système. Mais ces variables interagissent entre elles. Diapo suivante, je prends l'exemple du foncier et de l'immobilier. Non, diapo suivante encore, allez-y, continuez. Voilà, merci. Comme ça, on avance. Le foncier et l'immobilier est conditionné par plusieurs variables. Exemple, de manière forte, par les arrivées, la dynamique migratoire, extra-insulaire, est conditionné également par les évolutions sociodémographiques, est conditionné par la politique d'aménagement. Et je salue le travail de l'AUE, puisqu'on a beaucoup travaillé avec vous aussi. Mais le foncier et l'immobilier est également impacté de manière indirecte et moindre par d'autres variables. La disponibilité en ressources énergétiques, les modes de vie, la dynamique de l'emploi, etc., etc. De la même façon, cette variable foncier immobilier impacte tout le système. Foncier immobilier a un impact sur l'évolution de l'agriculture, sur la cohésion sociale. L'augmentation de la rente foncière aujourd'hui impacte l'installation des jeunes agriculteurs, impacte bien évidemment la cohésion sociale, les inégalités de logement, en matière de logement. Donc, ça signifie que nous disposons aujourd'hui, variable suivante, non, il manque une diapo alors, nous disposons aujourd'hui d'un socle prospectif avec 5 enjeux, 23 variables, toutes reliées entre elles à des degrés moindres avec l'intensité de la relation entre elles. Alors, que faire de ceci? Et certains se disent, on est dans le champ universitaire, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bien, avec ceci, étape suivante, nous allons construire maintenant des scénarios. La première étape, c'est pour chacune des variables d'identifier en groupe de travail et dans le cadre du laboratoire de prospective et avec différents experts, les 3 tendances majeures. En général, ce que l'on fait pour chacune des variables, c'est hypothèse haute, hypothèse basse et une hypothèse acceptable et soutenable pour tout le monde. Donc, ça fait déjà 69 hypothèses. 23 variables, 3 hypothèses, ça fait déjà 69 hypothèses. Nous allons construire avec cela des scénarios par enjeu, c'est ce qu'on appelle les micro-scénarios, par enjeu, et ensuite combiner tous les micro-scénarios pour le global. Je rappelle que cette méthode qui s'appelle une analyse morphologique emboîtée est celle qui est utilisée depuis toujours par les arts et métiers, Centre de recherche des arts et métiers, sous l'autorité du professeur Godem, qui maintenant est parti à la retraite, et qui est utilisée par le Plan Bleu pour la Méditerranée. On a fait comme ça pour connaître quels pouvaient être les futurs de la Méditerranée à l'horizon 2020 et actuellement à l'horizon 2050. Je précise
qu'évidemment, au-delà de ce travail dans le laboratoire, il y a une confrontation qui est réalisée entre ce qu'on va trouver à l'issue de cette scénarisation avec les représentations que se donne la société civile et la jeunesse de ces visions-là. Et nous avons déjà interrogé l'Assemblée Adiadouantou d'un côté, le CESEC de l'autre, sur des visions de la Corse à 2050, avec une vision qui est un territoire sous pression, une autre vision qui est la vision, un futur de fracture sociale et territoriale et une dépendance forte au numérique extérieur, une vision qui est une Corse frugale, donc où là on est en hypothèse basse, et une dernière vision qui est une Corse résiliente. Donc, pour conclure, nous sommes aujourd'hui là où il y a la flèche rouge. Nous avons dans les 3 mois à venir un gros travail de scénarisation à faire dans l'atelier. Je le dis à ceux qui sont membres de l'atelier, enfin du laboratoire, et il y a des désignations d'ailleurs à faire tout à l'heure. Nous aurons les experts du Plan Bleu qui nous rejoindront le 12 novembre pour une conférence qui sera ouverte à tout le monde à nouveau, plus un travail technique par ailleurs sur l'horizon 2050 pour la Méditerranée, une grosse conférence aussi sur les finances publiques et une conférence sur la santé, parce que lorsqu'on interroge les jeunes, le CESEC, la question de la santé, au-delà du changement climatique, du vieillissement, etc., de l'identité, de la culture, c'est la question de la santé. Donc nous aurons une grosse conférence, une conférence importante, pardon, sur ce sujet. Je voudrais terminer, je ne sais pas, voilà, sur une phrase d'Antoine de Saint-Exupéry qui disait « Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible ». Donc nous ne faisons pas de la prévision, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous ne faisons pas de l'astrologie, nous ne faisons pas de la simulation mathématique, nous construisons, nous débattons et nous construisons le futur. Aringra Diaby. Il y avait un rapport de la commission, mais je pense que globalement, est-ce qu'on peut... Non, mais je pense que c'est... Globalement, c'est ce que j'ai dit. Voilà, merci. C'est une prise d'acte. Oui, et je suis à votre disposition si vous avez des questions. Merci. Pas de questions. Madame la Présidente. Oui. Jean-Michel Savé. Oui, merci Madame la Présidente. Non, alors, simplement quelques remarques et une proposition peut-être à la fin. Bon, effectivement, c'est un travail remarquable, je dirais, qui est au niveau de la méthodologie, bon, qui est d'un haut niveau. Et là-dessus, je ne ferai pas plus de commentaires puisque c'est aussi votre métier et je pense que là-dessus, vous êtes suffisamment compétente. Simplement, moi, il y a quelque chose quand même qui, dans l'approche qui m'interroge. Parce qu'on est sur des, selon moi, hein, on est sur des temporalités, sur un horizon de temps qui est quand même de 25 ans, et sur des thématiques, enfin des problématiques qui sont des enjeux mondiaux. D'accord ? Alors, forcément, ça a un intérêt, sauf que, on voit bien que le monde a évolué, les cycles sont de plus en plus courts, économiques et environnementaux, il y a des chocs systémiques tout le temps, en permanence, et ce qu'on sait depuis des années, c'est que les organisations, globalement, celles qui résistent le mieux, c'est celles qui sont les plus résilientes et les plus flexibles et réactives. C'est-à-dire qu'en fait, moi, ce que je préférerais, si vous voulez, si j'allais peut-être mettre un bémol ou peut-être faire un volet un peu plus court terme, c'est de parler plus de veille que de prospective. C'est-à-dire que ce serait sur une temporalité de 1 à 3 ans et sur des problématiques qui seraient sur un périmètre, je dirais, beaucoup plus local, qui permettrait justement de prévoir des choses suffisamment tôt, mais aussi d'être capable de mettre en place les solutions assez rapidement. Voilà, donc c'est simplement cette remarque-là que je voulais faire. Ensuite, vous savez que les stratégies, enfin la veille et la prospective sert à étayer des stratégies. On sait aussi que les stratégies délibérées qu'on appelait à l'époque, ce ne sont jamais les stratégies réelles, car ces stratégies délibérées sont toujours contrariées par des stratégies émergentes. Donc, je pense que tout ça, ça veut dire que rien n'est figé et qu'il est aussi important d'être capable de réagir que de capable de prévoir à plus ou moins long terme. Voilà, je vous remercie. Merci. D'autres remarques ? Oui.
Poljo, Caïtou, simplement, dans la commission, hein, on avait évoqué justement la nécessité d'une application, et notamment de l'application à la notion des territoires, des incendies, et notamment avec l'intelligence artificielle, la possibilité de voir comment peuvent se comporter les territoires selon ce qu'on y fait dessus, et notamment sur, bien sûr, la présence des hommes à travers notamment le pastoralisme et autres. Et aujourd'hui, nous avons, avec ces outils-là, la possibilité de mobiliser les crédits de compensation écologique volontaire ou autres, grâce à ces éléments-là de prospective et de rétrospective, notamment sur les feux et sur la pluviométrie que nous avons, que nous maîtrisons sur certains territoires, et qui pourrait être quelque chose de très intéressant et qui pourrait permettre de l'appliquer au plus près, comme ça avait été proposé dans la commission et que vous aviez relevé, Madame la Présidente. Voilà, c'était simplement pour évoquer cela. Merci. D'autres interventions? Non. Donc, merci pour vos questions qui sont très complémentaires, puisque l'une concerne la méthode et l'autre concerne le fond et l'applicatif territorial. Concernant la méthode, votre proposition, moi je la fais mienne parce que c'est un autre exercice. Ce sont deux exercices différents et complémentaires. En gros, si je voulais caricaturer, aujourd'hui par exemple, le conseiller exécutif est véritablement, tout en ayant besoin de regarder le long terme, est dans un exercice de court et de moyen terme. Il ne peut pas en être autrement. C'est la réponse aux besoins de la société au temps T qui prédomine et qui conduit l'action politique, l'action économique, quelle qu'elle soit. Hein. Donc c'est logique. Et certains diront à long terme on sera tous morts, comme Keynes, d'accord ? Sauf que, si on ne réfléchit pas à ce qui pourrait se passer, parce que ça peut très bien, tout ce qu'on peut dire là peut-être ne se passera absolument pas. Si on n'y réfléchit pas, on n'arrive même pas à prendre les bonnes décisions aujourd'hui. Donc les deux exercices sont complètement sont complémentaires, c'est absolument nécessaire et j'essaye de retrouver une parole de Pasteur, le grand Pasteur, celui du vaccin, d'accord, qui disait « Le hasard ne favorise que les esprits préparés ». Voilà, donc il faut se préparer. Et j'en viens donc à ce qui s'est passé en France récemment. D'accord, on a découvert avec le Covid qu'on n'avait plus de Doliprane, sans faire de publicité. On a découvert un certain nombre de choses. On découvre actuellement que les Russes sont très bien préparés sur le plan notamment des drones, d'accord, alors que la recherche française est quand même très puissante, mais parce qu'on ne réfléchissait plus. Et d'ailleurs, le commissariat général au plan avait disparu. Monsieur Guénaud, qu'on voit beaucoup actuellement sur les écrans pour une toute autre affaire, pour un autre sujet, a été commissaire au plan. Moi, je l'ai connu quand il était commissaire au plan. Il y avait un plan en France, prévu par De Gaulle à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il n'y avait plus de plan. Il a été réactivé à la suite du Covid. D'ailleurs, c'est Clément Beaune qui l'a réactivé. Et nous sommes invités, d'ailleurs, la présidente du CESEC et moi-même, la semaine prochaine à Paris, pour la présentation d'un plan, d'un début de réflexion sur la prospective en France à 2050. Donc nous avions quand même 3 ans d'avance. Donc, pour éviter que le hasard nous frappe, préparons nos esprits. Sur le fond maintenant et sur l'applicatif territorial, moi je pense que ce travail-là peut tout à fait, en modestie, nous on fait notre travail dans le laboratoire de prospective et je ne le fais pas seul parce que je suis entourée de personnes du cabinet, merci, Hugo Mattei en particulier, Corinne Ida du secrétariat général, les élus qui sont membres du laboratoire de prospective et tous les autres. Nous travaillons aussi avec les agences et les offices, en particulier l'AUE, et cela pourrait être très intéressant dans le cadre de l'élaboration de certains schémas. Pour le PADUC, en particulier, me semble-t-il, hein, en toute modestie. Nous, on met à disposition des élus une boîte à outils. Après, celui qui veut l'utiliser, l'utilise, celui qui ne veut pas l'utiliser, ne l'utilise pas, on verra. Mais en tout cas, ça fait partie de l'exercice parlementaire et de l'exercice démocratique d'essayer de penser quels pourraient être les futurs possibles et de le faire avec le CESEC et l'Assemblée Adia-Douentou et de ne pas se laisser surprendre parce que il y a pire que de ne pas arriver à prévoir. Hein. Il y a de voir débouler ce qui était impensable.
Et l'impensable arrive et on le voit tous les jours. Voilà, je vous remercie. Donc il n'y a pas de vote, parce que c'était simplement un rapport d'information. Monsieur le Président, vous vouliez intervenir? Je vous en prie. Donc, merci Madame la Présidente de l'Assemblée de Corse. Bon, comme l'ont fait les intervenants précédents, moi je voudrais, au nom du Conseil exécutif, saluer et la qualité et l'importance de ce travail. Bon, sur la qualité, d'un point de vue formel et méthodologique, votre présentation l'a souligné. Je pense que grâce à votre initiative, grâce aux travaux qui ont été menés par les personnes que vous avez citées, grâce également au regard extérieur et à la remise en perspective globale qu'ont pu nous apporter des intervenants de très haut niveau, de niveau mondial, nous avons désormais des documents de référence qui sont des documents de référence précieux. Alors, la forme peut peut-être dérouter. La qualité, elle est due aussi intrinsèquement à la plus-value qu'apporte, je le pense, et je le dis sans flagornerie, votre formation d'universitaire. Mais la forme déroute, mais vous l'avez dit, l'expérience, notamment l'expérience comparatiste, nous montre le caractère indispensable de ce type d'initiative. Il n'y a pas aujourd'hui un gouvernement ou une assemblée qui puisse se priver de ce type de réflexion et d'accompagnement stratégique. Et de l'avoir fait, y compris en avance de phase, grâce à votre décision par rapport à ce qui va se faire au niveau français global, avec 3 ans d'avance, ça montre que vous aviez raison. Et donc ça, il faut quand même le souligner. Alors, ce qui peut dérouter et ce qui peut ouvrir le chemin éventuellement à une critique, et qui est à la fois une critique fondée, mais qui peut être aussi une critique facile et démagogique, c'est de dire Socco Banodi, ciò che sta da passare da qui a 25 anni, ma fariano meglio a travailler dans ce qui si passa oggi. Ça, je peux encore regarder les réseaux, mais je pense qu'on va y avoir droit au pluriel, pour parler de façon un peu triviale. Ce à quoi je répondrai, même si je sais que je ne serai pas écouté, je dirais encore moins compris par ceux qui écrivent ça, c'est que le court, le moyen et le long terme ne sont pas dissociables. Et moi aussi, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit notre collègue Jean-Michel Savé. Il y a à la fois le temps de l'urgence, qui est souvent le temps du politique, malheureusement. Donc, mais il faut aussi apporter des réponses, et des réponses concrètes. Et ça fait partie de nos responsabilités. Il y a le temps long, sans lequel on ne peut pas penser des évolutions qui sont des évolutions puissantes, mais qui ne sont pas quelquefois directement perceptibles. Il y a le temps intermédiaire, qui devient de plus en plus important dans un monde qui change très vite. Et la question, c'est comment on articule ces 3 temporalités. Mais au-delà de l'aspect qui peut paraître universitaire, chacune des thématiques fondamentales, les 5 thématiques fondamentales que vous avez identifiées, et chacune des déclinaisons opérationnelles, nous renvoie à des questions qui nous sont posées et que nous nous posons en permanence, et qu'il va falloir traiter, y compris dans des documents stratégiques. Et c'est là peut-être que je tente une réflexion partagée sur la façon d'articuler le travail du Conseil exécutif et de l'Assemblée dans leur temporalité courte et le cadre de réflexion plus large que vous nous proposez. Premier exemple, la question du PADUC et de la révision du PADUC, document stratégique, transversal par définition, dont on dit qu'il est porteur d'une certaine vision de la société. À l'évidence, notre travail aura à se nourrir des orientations, des grandes contraintes, des grandes tendances qui nous dépassent et qui s'imposent à nous. Pour prendre un exemple concret, la question démographique qui nous préoccupe, y compris dans le très court terme, puisque la question démographique, c'est au quotidien aujourd'hui, on le sait, 4 à 5 000 personnes qui arrivent en Corse, souvent sans lien aucun avec la Corse, avec des phénomènes de déséquilibre territorial, des phénomènes d'angoisse au plan linguistique et culturel, des phénomènes de comportement politique qui peuvent changer, etc., etc. Les Corses nous demandent comment pouvez-vous répondre à ça. Nous n'avons finalement que très peu de moyens directs, mais il faut aussi croiser les moyens indirects
que nous avons pour essayer de commencer une réponse. Mais si on ne pense pas à la question démographique à l'échelle de politique, alors on nous parle de politique nataliste, même la Chine échoue en termes de résultats de politique nataliste. Donc les marges là, elles sont encore plus modérées. Mais si on ne pense pas à la démographie à l'aune des grands flux migratoires et à l'aune des grandes tendances, notamment démographiques, non seulement de la France, mais de l'Union européenne, ou de deux continents, l'Afrique et l'Europe, notre réflexion sera une réflexion qui ne pourra pas prospérer. Donc, je crois que ce travail-là de prospective, alors qu'on appelle prospective, anticipation, définition du champ des possibles, intégration des contraintes exogènes, la réalité, c'est que nous avons besoin d'élargir notre horizon, y compris pour pouvoir essayer de prendre les meilleures décisions dans des champs qui sont extrêmement opérationnels. Ça a été dit, par exemple, par Paul Jo, dire la déclinaison concrète, et je termine. Il y a deux aspects que vous avez appelés et dans lesquels l'Assemblée de Corse, en intégrant, comme a essayé de le faire le Conseil exécutif, le travail qui a été mené dans le laboratoire de prospective, aura à débattre et à délibérer. Les incidences du changement climatique, du réchauffement climatique, notamment en termes d'impact sur les politiques de lutte contre les feux de forêt et plus globalement de sécurité civile et plus globalement encore de choix en matière d'aménagement du territoire, de choix des matériaux de construction, de choix de l'agriculture, etc. Nous avons travaillé avec l'ensemble des services, les autorités du DGS et singulièrement depuis la nomination de Jean-Baptiste Calendi, nous avons travaillé avec les CIS, nous avons travaillé avec Charles Baldassare. L'Assemblée de Corse, lors d'une prochaine session, aura à débattre et à décider de choix très concrets et très opérationnels. Et nous avons essayé d'intégrer les apports des travaux. Deuxième exemple, et je termine, l'intelligence artificielle. On lit beaucoup, on l'intègre, notamment pour celles et ceux d'entre nous qui vivent leur vie professionnelle ou l'ont vécu dans le champ économique. Pour l'instant, nous ne l'avons pas fait de façon systématique au sein de l'Assemblée de Corse. On n'a pas mené une réflexion sur l'impact de l'intelligence artificielle, y compris sur l'organisation de notre collectivité, sur l'organisation du travail, sur l'aide à la décision que ça peut représenter. Il y a eu une mise en perspective risque, enjeu, avantage, dans le cas de travaux de prospective 2050, vous aurez, lors d'une prochaine session, à débattre et à délibérer sur un projet, sur un rapport que le Conseil exécutif a travaillé avec les services compétents, mais je dirais en intégrant tout ce travail de fond et cette mise en perspective plus large. Donc, je termine en disant que temps court, temps moyen et temps long, à nous d'essayer d'articuler le mieux possible ces différentes temporalités en ayant en tête, premièrement, que nos moyens globaux restent très faibles, qu'on le veuille ou pas, moyens budgétaires, moyens juridiques, poids économique, etc., etc. Deuxièmement, que nous vivons dans un monde d'interdépendance et que beaucoup de ces interdépendances, même si nous cherchons à réduire notre niveau de dépendance, elles vont continuer à nous contraindre. Troisièmement, comme l'a dit la présidente de l'Assemblée de Corse, eh bien, pour avoir le meilleur futur possible, il faut quand même se donner les moyens de le préparer, y compris sur des échelles de temps qui dépassent singulièrement celles de nos mandats. Merci. Donc, merci Monsieur le Président, il s'agissait d'un rapport intermédiaire, vous avez bien compris. Les scénarios vous seront présentés normalement, si tout va bien, à la fin janvier ou au fin février. Voilà, et dans l'intervalle, nous aurons à en discuter. Je n'ai pas volontairement donné, je ne suis pas allée sur des chiffres pour ne pas ouvrir des débats ici sur le vieillissement, sur le changement climatique, etc. Mais lorsqu'on croise les principales variables clés et les données des variables clés, parce que je peux faire aussi beaucoup de court terme, je peux faire du moyen terme et je peux faire de la modélisation mathématique, je vous prie de croire que l'équation, elle est très compliquée et très inquiétante. Hein. Très compliquée et très inquiétante. Voilà. Donc, et c'est pour ça qu'il faut absolument réfléchir ensemble. Je vous remercie. Donc, il est 12h45. Est-ce qu'il y a d'autres...
Ah, il me faudrait, oui. Alors, concernant ce laboratoire de prospective, donc nous avons des titulaires et suite aux modifications qu'il y a eu entre les groupes, notamment la création d'un nouveau groupe, Unaltastrada. Donc, il me faut à la fois un responsable pour Unaltastrada, un titulaire, donc Charlotte Terrig, puisqu'elle a suivi les travaux antérieurement pour Onsofio. Et pour Onsofio, ce sera Cathy Cognetti, si j'ai bien compris. Donc, bienvenue dans le laboratoire. Concernant, donc je rappelle les membres, pour FAPOB, où c'est Duansante, ou pour Onsofio, où c'est Cathy, pour Awansem, où c'est Jean-Christophe Angelini, pour Corin Front, et c'est Paul Quastana, et pour Unaltastrada, c'est Charlotte Terrig. Il me faudrait des suppléants pour toutes ces personnes, parce qu'il y a beaucoup de réunions, il y a des... Jean-Michel. Alors, Jean-Michel. Bien, Jean-Michel Savelli pour Onsofio, Fapo Boulou. Antonia. Pour Awansem, Saverio. Pour Corin Fronte, Serena. Et pour Charlotte, Pierre. Bien, merci. Donc là, il faut un vote. Alors là, un vote, je ne relis pas, ni les titulaires, ni les suppléants. Qui est contre, qui s'abstient, qui ne participe pas, qui est pour. Donc la composition du laboratoire de prospective pour le collège des élus de l'Assemblée de Corse est ainsi modifiée. Monsieur le Président de l'exécutif, je me tourne vers vous. Donc pour l'exécutif, évidemment, l'exécutif est invité systématiquement. Alors, je crois que c'est Madame... c'est vous qui veniez, non? Vanina. Donc, voilà, mais enfin, vous êtes invité, Monsieur le Président, bien évidemment, normalement, qualité en tant que Président. Si le long terme vous plaît, je ne suis pas sûre. Je crois que vous aimez le court terme. Je préfère le court terme. Bien. Donc, sur ce, moi, je vous dis qu'à court terme, il faut que nous déjeunions. Je te mets et à Diagasca. Voilà, donc est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Donc nous nous retrouvons à 14h 14h30. À Dobou.